don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Jay Grandmont, bienvenue dans le studio. C'est ton deuxième passage au studio with Vinci Vézina Media parce qu'on le partage ensemble. Avant qu'on commence, comment tu as mis ton expérience avec JM comme intervieweur dans son podcast? C'était tellement pas bon. Non, mais c'était cool, c'est ça. Puis j'ai vu que vous avez changé le décor aussi. Changé le décor, vous avez switché les places, tout ça. Fait que non, j'avais bien aimé ça, discuter avec JM. Puis là, j'ai l'impression que je vais encore aussi aimer ça, discuter avec toi parce qu'on va parler d'entrepreneuriat et tout ça. Puis moi, les gens qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas, qui vont me connaître d'ici la fin du podcast, vont comprendre que j'aime bien jaser. Fait que toute occasion de discuter est 100%. Bonne. On va parler de toi aujourd'hui, de ton parcours. En fait, agent d'influenceur, conférencier, fait des articles aussi pour le journal des affaires. Fait que je te laisse te lancer, te présenter qui tu fais, qu'est-ce que tu manges en hiver, toutes ces questions-là. Parfait, merci de l'invitation. Premièrement, je suis très content d'être là. Comme je disais, j'aime bien jaser. Je me présente toujours en disant ça, c'est pas vrai, mais en disant ça au début, tu sais, j'aime ça jaser, mais il y a plusieurs façons, plusieurs chemins que je pourrais prendre pour me présenter parce que j'aime ça faire bien des affaires. C'est bien du monde qui me pose des questions. Jay, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que je pense que ça intrigue des fois des gens de voir des gens entrepreneurs vivre de leur passion ou du moins montrer sur les médias sociaux que ça va bien, malgré qu'il y a des moments que ça va moins bien, mais on montre souvent ce qui va bien, ce qui va moins bien, mais qu'en ce moment, c'est ça. Puis bref, où je veux en venir, c'est ça, là, ce que je fais dans la vie, ce que je mange en hiver, ce que j'ai transitionné dans mon parcours vers l'entrepreneuriat il y a 1 an, en avril 2023, donc ça fait un peu plus qu'1 an. Et c'est ça, comme tu l'as dit un peu, je fais plein de choses dans le fond, je suis agent d'artiste, je représente un chef qui s'appelle Amine Labi, que vous connaissez peut-être, peut-être pas, connu un peu, beaucoup au Québec, mais aussi en dehors du Québec, là, Canada, États-Unis, France, le milieu anglophone et francophone, mais en Europe. C'est cool. Fait que très cool. Puis j'enseigne depuis tout récemment aussi à mon ancien cégep au collège André Grasset, donc professeur au collégial. Je l'assume pas encore, mais... Ça, il faut qu'on en parle, le clash entrepreneur-professeur. Mais c'est tout nouveau, exact, dans ma carrière. C'est arrivé, je suis très content, mais c'est arrivé en janvier 2024. J'ai pris une charge de cours qui était disponible. Dans le fond, c'est mon ancien cégep, donc j'avais gardé des contacts avec d'anciens professeurs là-bas. Et puis j'avais une classe, 3 heures par semaine. C'était vraiment le fun. J'ai fini ma première session. Là, les notes finales ont été remises il y a quelques semaines. C'est comme, là, on a des trucs de fin de session bientôt, mais dans le sens que là, c'est les vacances d'été, si on veut. Fait que c'était un peu ça. Là, je retourne à enseigner cet automne. Fait que c'est le fun. J'ai comme une job temps partiel, mais ça me garde un peu aussi une vue sur la relève qui est intéressante. Je peux te poser une question par rapport à ça? Vas-y, de toute façon, j'aurais parti pendant une demi-heure, mais en tout cas, je fais bien affaire. Je fais du contenu. Bref, voilà, on passe ça. Pourquoi? Pourquoi enseigner? My God, mon Dieu, bonne question, mais j'ai toujours aimé enseigner. Tu sais, en pré-entrevue, on parlait de si j'avais la fibre entrepreneuriale, puis on y reviendra, mais tu sais, je disais justement que j'aimais ça, prendre le lead, ou je pense que j'ai un bon leadership, du moins. Puis, fun fact, quand j'étais jeune, j'avais de la facilité quand même à l'école. Ça paraît pas de même, mais c'est vrai. Ah oui, t'étais studieux, là. Au primaire, du moins. Là, ils vont dire le primaire, ça reste dans mes primaires, secondaires. Et après ça, c'est cégep, université. Bon, j'ai fait le parcours. Puis après ça, la vie sociale, des fois, prend le dessus un peu. Puis les priorités aussi changent. Mais bref, au primaire, j'étais quand même assez bon. Tu sais, je lisais beaucoup. J'étais studieux, là, on va dire ça comme ça. Puis je finissais souvent les exercices d'avance. Et je prenais de l'avance dans d'autres trucs. J'aimais ça comme remplir le cahier d'exercices. Ça paraît très weird dit comme ça, mais je me rappelle, là, je remplissais les choses. Puis comme si c'était un défi de finir le cahier, mais j'étais rendu souvent au chapitre 25 quand les étudiants, on était rendu au chapitre 2. Parce que t'aimais ça? Ou... Parce que j'aimais ça, les cours de français, les cours de mathématiques. Là, j'avais une facilité, ça me gardait un peu calme, on va dire. Certains vont dire aujourd'hui que j'ai l'air d'avoir un fort TDA, TDAH. Bon, pas diagnostiqué, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'aidait à comme faire d'autres choses pendant que j'avais déjà compris un peu la matière qui se donnait en 3e, 4e, 5e, 6e année. Puis où je vais en venir avec ça, c'est qu'en 6e année ou 5e année, je pense, une des professeurs que j'avais, je la salue, c'est elle voit le podcast, mais elle m'avait dit, coudonc, tu as fini les exercices, tu veux-tu enseigner le cours de mathématiques le vendredi après-midi? Puis j'étais comme, OK, elle voyait que je faisais rien parce que j'avais déjà fini. Fait qu'en 6e année, je pense, pendant plusieurs semaines, j'enseignais le cours de mathématiques au primaire, là. à mes compères, consoeurs. C'est quand même non, mais tu sais, j'enseignais comme fou, là. les notions. Tu sais, elle me disait, viens dans la classe. Elle me supervisait, là, bien évidemment. C'était comme un tuteur, là. Un tuteur, puis elle disait, comme, tu veux-tu venir faire la séance de cours parce que j'avais déjà fini comme les chapitres. Puis c'est hot, ça, je me rappelle encore, c'était un vif souvenir, là, que
ça part un peu de là. Puis j'aimais ça, tu sais, j'avais aidé aussi un étudiant avec ses, les fractions, tout ça, les multiplications. À cette époque-là, c'était pas mal ça qu'on voyait, 5e, 6e année. Puis bref, ça part de là. Puis après ça, de fil en aiguille au secondaire, mais j'ai toujours été quand même studieux. Puis la passion pour l'enseignement ou la passion, je pense, de partager des connaissances, c'est resté. Puis bon, là, oui, faire des conférences, c'est intéressant, parler aux gens. C'est venu ensuite, mais j'avais toujours, tu sais, quand j'ai commencé à plus trouver ma voie, j'ai dit, j'aimerais ça être enseignant un jour, en voyant ça vraiment loin dans ma tête. Je pense que c'est une belle évolution professionnelle, tu sais, de faire comment tu t'enlignes. En tout cas, les conférences, l'enseignement, je trouve que c'est comme... j'étais pas rendu au niveau retraite, là, mais par rapport à ça, je pense que c'est... Dans 2 ans, ma retraite. Non, c'est ça, T'as quel âge? J'ai 29. Non, 31, je vais avoir assez de cash pour 40, 50, 60. Nice. Non, c'est une joke, pas. C'est pas vrai, genre le gars, il pense. Trop cool. T'as touché à ton enfance un petit peu. Parle-moi donc de tes parents. Entrepreneurs, on s'en est parlé au début, mais un peu explique-moi le contexte. C'est là que la séance de psychothérapie commence. C'est quoi ta relation avec ton père? Non, mais ouais, on en a parlé un peu, c'est vrai. Puis mon enfance, c'est ça, my God, j'ai 2 parents comptables, comme je le dis à plusieurs, et moi, je suis en marketing, création de contenu, branding personnel. Ça n'a pas du tout rapport. Non, c'est ça. Mais ouais, mes 2 parents, mon père travaillait encore en cabinet comptable pour Raymond Chabot, Grant Thornton. On les salue encore une fois. Et ma mère est entrepreneur. On en parlait tantôt, puis j'étais comme, c'est vrai, elle travaille à son compte depuis plus que 30-35 ans, fiscaliste. Puis avec mes 2 parents comptables, fiscalistes, j'ai grandi là-dedans. Et je disais que j'ai peut-être pas eu la fibre entrepreneuriale jeune, du sens où j'ai pas parti de stand à limonade ou j'ai pas vendu des trucs, j'ai pas ouvert de business nécessairement jeune, dans l'adolescence, vendre des cartes Pokémon comme beaucoup de gens disent des fois, puis c'est bien correct, là. Mais je pense que sincèrement, j'ai toujours eu un bon leadership aussi. Oui. Fait que ça fait en sorte que, sans nécessairement dire que je suis entrepreneur depuis que j'ai 7 ans parce que j'ai toujours voulu être libre de mes journées. Je pense que j'avais cette fibre-là d'entrepreneurial malgré tout parce que j'aimais ça rassembler les gens, j'aimais ça rassembler mes amis autour d'un événement, j'aimais ça organiser les événements. Et ça depuis un tout jeune âge, c'est que ce soit enseigné aussi. Ça venait ouais, puis parce que j'ai vu mon père aussi faire beaucoup d'allocutions en public, développer des affaires aussi pour le bureau où il est encore aujourd'hui comme consultant. Fait que tu sais, c'est... Ce contexte-là, je pense, d'entreprendre, j'ai appris peut-être pas l'entrepreneuriat jeune, mais j'ai appris ce que ça prend peut-être un peu. Les skills que ça prend, les compétences. Les soft skills, un peu comme on dit, là, de savoir bien parler, savoir s'entourer aussi des bonnes personnes, savoir aussi bien, je veux pas dire diriger les gens comme si on les dirige, mais bien aussi diriger les gens vers sa propre mission aussi, savoir comment rassembler des employés, ou j'ai pas d'employés, mais rassembler des gens vers un même but commun. Je pense que j'ai mais ça peut être un challenge, là. Ça peut être difficile de regrouper ces gens-là vers une mission commune. En tout cas, les inspirer vers un but commun. C'est qui peut être difficile quand tu es dans un contexte d'entreprise. Disons que tu as 10 employés à ta charge puis tu as un gestionnaire de projet. Ben, ça veut pas dire que les 10 employés vont être aussi motivés que toi. Je pense que puis je lis beaucoup, j'essaie de lire le plus possible des livres aussi pour des livres pour le fun, mais des livres aussi d'entrepreneuriat. Là, j'ai en ce moment le livre de Ici l'entrepreneuriat rendait fou de Dominique Gagnon, puis c'est des témoignages de plusieurs entrepreneurs, leur parcours. C'est québécois? C'est québécois, c'est un livre, c'est ça, moi j'aime bien cet entrepreneur-là qui a fondé Connect & Go et plusieurs d'autres entreprises aussi auparavant, puis il a beaucoup parlé de santé mentale, tout ça sur les médias sociaux, de TDAH, de neurodivergence et tout ça. Sans encore une fois m'attribuer le fait que je suis neurodivergent. Je pense pas, là, j'ai pas de diagnostic de rien du tout, mais ça m'interpelle parce qu'il y a des similitudes des fois que je regarde, c'est intéressant de voir des fois des choses qui sont différentes de, on va dire, la normalité, entre guillemets. Puis tu sais, c'est ça, c'est que dans le livre ou même dans d'autres livres que j'ai lus, c'était vraiment, tu peux pas imposer ta vision à des employés. Tu peux pas non plus penser, comme tu dis, que tes employés vont avoir la même mission de vie que toi parce que c'est ton entreprise au final. Ça reste que c'est quand même toi qui as eu l'idée ou c'est toi qui as parti ça. C'est ta passion, bien souvent, qu'on réussit à transposer en quelque chose que tu peux monnayer. C'est un côté financier aussi. Et puis c'est pas tout le monde qui a la passion de l'entrepreneuriat non plus. Je pense que je vois sur les médias sociaux, puis j'en parle aussi à mes étudiants auxquels j'ai enseigné cet hiver, puis je vais leur redire le même discours à l'automne aussi au cours que je vais enseigner. On glorifie beaucoup le fait de les gourous TikTok, là, genre, prendre des douches froides, je commence à 6h du matin, la journée, je sépare ma journée en 4 journées pour être sûr d'avoir une 5e journée de disponible. Moi, je veux dire, bien aux gens de faire ce qu'ils veulent. Là, moi, je veux pas. Tout le monde est libre. Là. C'est juste que je pense qu'on glorifie beaucoup ça comme si c'était le summum de la productivité. Puis j'en ai parlé dans mon dernier article de Les Affaires que j'ai sorti il y a pas très longtemps. Peut-être à la diffusion du podcast le mois dernier, mais je veux dire... puis je parlais de la productivité puis cette obsession-là qu'on a.
Puis où je veux en venir avec ça, c'est un peu, je pense, de peut-être pas glorifier ce stigma-là ou cet archétype-là de l'entrepreneur qui est tout le temps en train d'être productif, parce que c'est bien correct aussi de se dire hey, moi, je suis employé dans une business, je fais on va dire, le classique 9 à 5, 8 à 4, peu importe, puis j'ai des loisirs. Genre, j'ai d'autres choses que je fais. J'ai une vie en dehors puis du je travail. pense que c'est même en entrepreneuriat d'avoir des loisirs, d'avoir cette liberté-là, de se dire à la fin de semaine, je peux décrocher, ou du moins j'essaye de garder des passions, parce que je pense qu'on n'est pas notre entreprise, puis c'est dur aujourd'hui, je pense, de faire du contenu sur les médias sociaux sans avoir l'air de, justement, on n'est pas mon entreprise ou mon entrepreneuriat, c'est pas ma personnalité, même si on est là pour en parler aujourd'hui, puis j'aime ça. Deux choses distinctes. C'est deux choses distinctes, puis je pense que les meilleurs entrepreneurs, puis là, ça fait juste un an que j'étais à mon compte, mais ceux que j'aime suivre ou ceux que je pense qui réussissent bien, en tout cas, j'espère, dans plusieurs facettes de leur vie, c'est quand tu as compris ça un peu, que, tu sais, la productivité, c'est bien beau, mais aussi l'équilibre, je pense que c'est important de les grands entrepreneurs, ils ont souvent des passe-temps. Exact, c'est ça. À un moment donné, oui. tu peux pas. Si on était des robots, j'aurais dit oui, productivité all-in, puis fais juste ça. On n'est pas, on est humain, on a des émotions, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent obligés de travailler le plus possible, le plus longtemps possible, puis dès qu'ils se permettent de prendre du temps pour eux, ils se sentent mal parce qu'ils sont pas productifs. Puis moi, je le vis encore. Fin de semaine ou, mettons, classique, partir une semaine dans le sud, là, je me sentais mal, pas checker mon cell ou répondre à des courriels. C'est difficile. Puis honnêtement, tu sais, puis les gens qui vont écouter ça, si ma copine écoute ça, elle va dire, ben, toi aussi, Jay, tu fais ça, tu sais, genre de checker ton cell, puis être dans cette hyper-connectivité-là. Je pense que c'est dur de s'en détacher. Puis, tu sais, je pense que le premier step dans n'importe quoi, c'est d'être conscient de ça, d'avoir conscience que pas c'est un problème, mais de dire, OK, c'est vrai que je suis quand même souvent connecté. Puis là, le premier step, c'est ça, de prendre conscience. Après ça, c'est de passer à l'action. Mais quand on nie ça, quand on est comme, ben non, je suis pas trop connecté, ben là, c'est comme, tu vas jamais pouvoir travailler dessus, tu sais. Mais moi, j'essaie de me dire que, ou j'aime me dire que pas je travaille quand je veux, comme si c'était le cliché de je fais mon horaire. Mais c'est un peu vrai, tu sais. Dans l'article, encore une fois, je fais référence à ça, là, pas parce que je veux me plugger ou rien, mais c'est parce que c'est un sujet qui me fait penser à ce que je viens d'écrire. Mais je parlais justement, le titre, il y a juste 24 heures dans une journée avec un point d'exclamation à la fin, pour dire calmez-vous les gens et gens, là, tu sais, on n'est pas, comme on dit, des robots, tout ça. Puis dans l'article, la prémisse, c'est de dire que moi, ben, mes journées, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, mais toi, Jay, t'es déjà en retard parce qu'à 6 h du matin, j'étais pas debout. Moi, à 6 h, je me suis réveillé à 9 h comme tous les jours. Puis j'ai commencé autour de 10 h ma journée à la maison parce que, mettons, les journées que j'ai pas de meeting ou j'étais en télétravail. Puis j'ai fini autour de 6-7 h. Puis j'ai fait ma journée pareil où j'ai pris des pauses quand. C'est un peu ça. Puis là, je dis aux gens, ben, le summum de la productivité, des fois, c'est-tu nécessairement dire l'entrepreneur qui travaille le plus ou l'entrepreneur qui travaille le mieux, tu sais. Puis là, je fais juste dire ça. Puis tu sais, je dis après ça, moi, je préfère, tu sais, me dire que, ben, je fais mes trucs, je m'organise, mes journées sont différentes. Les gens qui veulent le lire, vous irez le lire, mais à la fin, tu sais, je préfère dire, je continue à me lever tard, mais je prends soin de moi plus tôt, tu sais. Fait que la dernière phrase, c'est dire, je préfère continuer à me lever tard et choisir de prendre soin de moi plus tôt. Parce que si on est tout le temps dans l'hyper-productivité puis la performance, ben, un moment donné, ça vous rendra pas plus solide dans l'affaire. Au contraire, je pense que ça nous brise à petit feu. Puis quand on s'en rend compte, ben, il est souvent trop tard. C'est fou, hein? Tu vois, j'ai fait des nuances avec les mots, mais c'était intéressant. Je me sens comme un slam dans un slam. Puis tu sais, je veux dire, on pourrait dire, ouais, mais là, attends, là, si c'est un entrepreneur, puis il se lève à 9 h, genre, tu peux pas être successful, au contraire, on a parlé de chiffres, là, puis tu l'es, là. Fait que ça n'a pas rapport. Là, après, tout est relatif, je veux dire, j'en parlais avec mes parents ou j'en parlais avec mon frère qui a 2 jeunes enfants en bas âge, il me dit, tu sais, Jay, moi, je me lève à 6 h depuis, tu sais, qu'il y a des enfants, puis même plus tôt parce que, bon, les enfants deviennent leur réveil matin, puis tu sais, ceux qui écoutent le balado, peut-être qu'ils vont dire, il n'y a pas d'enfants, puis j'entends souvent cette phrase-là, t'as pas d'enfants, puis ça paraît, je suis comme, ben non, puis c'est correct. OK, c'est correct, mon cadran le matin, il sonne pas à 6 h parce que j'ai pas un enfant qui vient me réveiller. Puis, tu sais, c'est pour ça que chacun vit sa vie rendu là. Je pense que c'est important de respecter tout le monde là-dedans. Mais l'article que j'écrivais ou le point que je voulais amener, c'était vraiment de dire que je pense pas qu'il faut pas non plus glorifier les lève-tôt en disant que c'est la seule manière de réussir. Moi, j'ai dit, puis je l'ai dit dans l'article, on glorifie beaucoup les lève-tôt puis la productivité puis la performance à tout prix. On associe ça à ça. Alors qu'au contraire, j'aimerais ça me dire dans un avenir près de nous qu'on pourrait glorifier justement les gens qui savent leur moment de productivité. T'sais. Genre, dans le sens d'apprendre à se connaître. On devrait apprendre aux gens, aux étudiants, moi je suis plus productif. Pour de vrai, le soir, en après-midi, là, mon cerveau commence à se brancher, à se connecter. Puis là, mon prime time, c'est genre 2h30 en ce moment. Là, on tourne le podcast en après-midi. 2h30 à 6h, là, je peux t'accomplir beaucoup de choses. Mais à l'inverse, entre 7h30 puis 10h30, 11h le matin, c'est quand même pas vraiment mes heures. Moi, c'est le contraire. C'est fou. Là. Moi, c'est le contraire. Puis j'ai un bon ami à moi qui était un vidéaste. Puis lui, il me dit, Antoine, moi, je travaille pas dans la journée. Je travaille le soir, la nuit. Je suis de nuit, puis je suis hyper productif. Mais me lever,
sais, moi j'aime ça être hyper encadré puis hyper structuré. Ça me rassure puis ça me permet d'être performant puis d'être bien. Fait que, tu sais, de me lever à 5 puis de me coucher à 9, le classique, je le fais. Je le c'est fais. correct. Puis je m'entraîne le matin. Ben oui. C'est parce que j'ai des objectifs de perte de poids, prise de Ah ouais, masque, ouais. nutrition, ça va ensemble. Mais de me structurer, faire du time box et tout ça, en tout cas, moi, ça m'a aidé à me structurer et à être bien dans cette vie-là, tu sais, mais je peux pas conseiller ça à quelqu'un. Ça veut pas dire que ma formule fonctionne pour toi, pour ton mode de vie. Mais c'est ça. Tu sais, je suis célibataire, je peux me permettre de faire Ah ça. ouais. Je suis seul, j'habite en appart, je peux faire ce que je veux, fait que j'ai décidé de faire ça. Exact, tu sais, puis je pense que c'est pour ça que T'sais. je réitère mon point de dire, tu sais, en ce moment, je partage mon vécu, tu partages une partie de ton vécu aussi, tu sais, puis c'est comme, Ouais. je me prétends pas, là, expert en productivité, là. J'ai écrit un article sur mon opinion, puis c'est bien mon opinion, puis même j'ai dit au début, genre, lancez-moi pas des rushs à la place Ah, publique, c'est attendez où je veux en venir avant de me déclarer paresseux, mais tu sais, je l'assume, moi, que je suis l'archétype du, tu sais, je sais pas de quel âge on est dans 20 Je vais avoir 25. C'est ça, 25, mais tu vois, On est mettons, dans des la Gen même range, Z là, ou ouais. tu sais, millénario, en tout cas, Ouais, on est comme dans millennials. ce- Mais tu sais, moi, je suis dans la fin des milléniaux, tu sais, Oui. puis je l'assume, là, je le disais à mon père quand j'étais jeune aussi, tu sais, que, bon, j'étudiais au cégep, université, même dans mes études, j'étais comme, hey, moi, dans la vie, y a-tu moyen qu'on puisse travailler le moins possible pour faire plus d'argent, tu sais, puis cette phrase-là, Puis lui, il était comme. cette phrase-là fait grincer doesn't make beaucoup sense. dedans de bien des gens de la génération de mon père, bon, les Oui. boomers, ou bien des gens en général qui sont comme, ben oui, aujourd'hui, les jeunes veulent plus travailler, tu sais, puis ils veulent juste Ils sont finis, faire la semaine de 4 jours, plus travailler, tout ça, puis j'en parle beaucoup ouvertement, parce que je me dis, c'est pas que je suis paresseux, que je veux pas travailler, tu sais, je veux travailler, en fait, je pense que travailler, c'est sain, là, quand tu as un équilibre, tu sais, je veux dire, rien faire de sa journée, c'est pas mieux non plus, là. Non. Mais moi, je pense que c'est ça. Je veux trouver des moyens, pas d'aller plus vite pour être plus productif nécessairement, mais Ouais. si je peux aller plus vite dans une tâche, puis j'ai réussi à faire ma journée en moins de temps, puis que mon objectif de journée est rempli, puis que je me sens satisfait avec ça, puis j'ai travaillé, on va dire, exemple, je veux dire 4 heures, 5 heures, ben peut-être que le lendemain, j'ai une plus grosse journée, je vais travailler peut-être un 7-8 heures, 10 heures, puis ça va s'équilibrer, mais tu sais, on associe beaucoup le 40 heures, le 37,5 C'est heures, ça. tu sais, comme si c'était un format à atteindre, mais moi, si ma semaine est faite en 20 heures, mais que l'autre après, ça se peut que c'est une plus grosse semaine, c'est un équilibre, tu sais, ça fluctue. Ouais. Puis moi, c'est ça mon opinion sur ça, c'est que c'est pas parce que j'ai pas fait une semaine, on va dire, de 40 heures, parce que j'avais moins de choses à Que faire, t'étais pas productif. faudrait que je me trouve d'autres projets. Ouais. Tu sais. Je suis productif parce que Ouais. c'est ça qui est ça. Cette semaine, j'avais moins de choses. Semaine prochaine, beaucoup d'affaires. Puis moi, je pense que c'est ça que j'aime de l'entrepreneuriat, c'est que je me repose les semaines où j'ai moins de choses au lieu de me dire, ben là, il me manque un mandat payant. Je suis correct, là, tu sais, C'est mon ça. horaire va bien, tu sais, fait que... Non, c'est- c'est cool d'avoir cette liberté-là, puis tu sais, d'avoir la semaine de 4 jours. De plus en plus d'entreprises veulent implanter ça, puis Ben c'est oui. vraiment bien. Parce que ça permet aux employés, tu sais, d'avoir leur salaire, peut-être de faire, je pense, c'est quoi, 10 heures en 4 jours, de faire du genre, pour atteindre les 40 Ouais, heures. genre Ça peut un être ou ça. un 37,5, tu sais, de compenser Tu sais. les journées un peu 8,5 heures par jour, mettons. Mais C'est quoi de même, ouais. la journée de plus que tu as en banque, tu peux la mettre, écoute, dans ce que tu veux faire ou dans tes projets. Exact, Right? Dans tes des projets passions personnels. qui Ouais, sont ouais. peut-être pas monétisables ou qui peuvent le devenir, mais des trucs que tu aimes faire. Mm. Création de contenu, par exemple, se mettre out there, je pense que 100%. c'est une value, c'est une plus-value pour Mm-hmm. n'importe qui, là, que tu sois un employé, parce que ce qui est le fun, c'est les entrepreneurs dans des entreprises Mm-hmm. vont pouvoir apprendre de ça s'ils commencent à créer du contenu, puis aller prendre des projets à l'interne. Ça fait un suite à notre prochain sujet qui est le marketing d'influence. Exact. Mais de créer toutes ces compétences-là, ces hard skills-là, je veux dire, shooter du contenu, faire le montage, programmer le Ouais. contenu, trouver une bonne stratégie, tout ça, de l'apprendre soi-même, puis de comprendre, tu sais, c'est quoi l'implication en temps puis en énergie que ça prend, tu sais, avant de le déléguer à quelqu'un. Donc, on va juste switcher vers ce sujet-là. Oui, 100%. Marketing d'influence, comment tu vois ça en 2024? Marketing d'influence, mon Dieu, ben là, t'as parlé de création de contenu, marketing d'influence, deux sujets qui vont ensemble. Là, ça me faisait c'est penser, ça. mais c'est vrai, mais ça me faisait penser à un invité, je pense que tu as reçu Rosalie Piché. Oui, ben oui. J'ai vu, en tout cas, peut-être récemment, où j'ai vu l'extrait il n'y a Ouais. pas si longtemps. Ouais. Puis je paraphrase un peu, mais tu sais. C'était laquelle je- que t'as vu? Ben, je la suis sur ses médias sociaux, fait que je sais plus si c'était un extrait aussi, Ah, un vidéo ouais. à elle qui On a fait fait parce qu'elle en beaucoup fait de beaucoup. contenu ensemble, là. Mais tu sais, une des choses qu'elle a dit, ou peut-être qu'elle Ouais. va pouvoir mieux compléter que moi là-dessus, mais tu sais, faut le faire là, pour comprendre. Des fois, tu sais, faut passer le temps. Puis moi, je le dis aussi dans mes conférences que je fais, je suis comme, tu sais, les médias sociaux, c'est pas juste de poster des photos sur un coin de table. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. C'est sûr. Mais malgré le fait qu'on le sache puis qu'on est comme conscient de ça, je pense qu'il y a encore un problème de perception de valeur, de comme, même si tu le sais que c'est pas juste une photo sur Instagram que tu mets ou une vidéo sur TikTok ou peu importe, même si en tant qu'entrepreneur, tu es conscient de ça, on va dire le premier step, d'être conscient de ça, je pense que tu peut-être pas encore. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait le prochain step de dire, OK, mais ça a-tu vraiment une valeur que moi je prenne le temps de le faire? J'ai le goût de l'impartitionner à quelqu'un, puis quelqu'un va filmer pour moi, puis quelqu'un va me poster ça, puis quelqu'un va. Mais je suis comme, tu sais, faut que je pense.
n'importe quoi, je pense qu'on l'apprend par soi-même encore mieux. Puis une fois que tu l'as fait pendant au pire un mois, ou tu sais, moi je dis ça en conférence, là, donne-toi un défi de 30 jours, fais du contenu, essaye-le. planifie-le dans ta semaine, bloque des heures pour scroller sur TikTok, aller voir les tendances, aller voir ce que toi t'aimerais peut-être faire comme contenu, shoot ton contenu ou engage quelqu'un pour te shooter, mais tu sais, va voir le montage, à quoi ça ressemble, tu sais, au pire, 100%. dis à ton vidéaste, à ton photographe, hey, montre-moi un peu comment ça fonctionne, sans faire du micromanaging, mais juste de comprendre toute l'étendue de ça, puis la tâche que ça prend. Au pire, pendant un mois, dis-toi que ce mois-là, tu vas avoir une semaine, à chaque semaine, tu as un 4-5 heures que tu fais ça. Puis quitte à se dire après ça, bon, j'ai compris c'est quoi, moi, ça m'intéresse pas, là, j'engage quelqu'un, mais au moins, tu as compris c'est quoi, puis je pense que tout le monde va sortir gagnant de ça, de se dire, de se mettre dans les souliers de l'autre pendant un certain temps. Parce que moi, je pense que, encore une fois, il y a trop de dissonance entre le c'est du contenu, tout ça, je vais engager quelqu'un pour le faire, je vais le payer X montant. Là, la personne qui dit son prix, ben là, c'est bien cher. Parce que mais c'est cher. Parce que tu comprends pas la valeur. Tu comprends pas l'implication en tant que. Exact. C'est moi, c'est un peu ça ma perception. Puis à la fin, dans les conférences que je fais quand je parle de branding, puis là, on va arriver au marketing d'influence, mais tu sais que je parle d'influence, de création de contenu, tout ça. Je dis aux gens, mais tu sais, faites-le. Genre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même dans la vie. Apprends-le. Commence à te mettre les mains dedans. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça. Peut-être que tu vas découvrir une passion aussi. Tu sais, aux gens, faites le défi, là, 30 jours, 30 vidéos, 1000 abonnés, tu sais, je dis des targets, des objectifs smart. C'est pas juste les chiffres, mais donnez-vous des affaires, des timelines, des semaines ou des journées ou des nombres d'abonnés précis. Un objectif clair en tête. Faites-le. Peut-être que vous allez vous découvrir une passion en le faisant aussi. Puis là, vous allez dire, mon Dieu, si j'avais commencé plus tôt, j'aurais tellement pu faire plus parce que tu l'as pas fait avant et que tu le sais pas. Puis peut-être qu'au contraire, tu vas te dire, hey, pour vrai, je déteste ça. Et là, tu vas faire, j'engage une vidéaste, mais je veux le meilleur, la meilleure. Et là, tu vas dire, hey, je te paye, je dis des chiffres, mettons 5000 pour genre un nombre d'heures par mois, une banque d'heures, tu sais, puis ça me fait plaisir de te le donner. Genre, c'est comme dans le fond, ça te fait plaisir, mais tu sais, comme, je vais te payer parce que je sais que je l'ai fait, là, puis c'est tellement de travail. Fait que je pense que tout le monde en sortira gagnant, puis je pense qu'il y aurait peut-être moins de dissonance aussi, ou peut-être que les vidéastes, photographes à leur compte, il y en a plusieurs, je pense, qui chargent le bon prix, en tout cas de ce que j'entends, de ce que je vois, ceux que je connais. Il y en a beaucoup qui osent peut-être pas charger un certain prix ou qui ont peur de... pas son prix. Exact. Fait que je pense que ça, c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bons, puis ça vient débalancer l'industrie un petit peu à la baisse. 100%. Souvent. Puis je pense que même les influenceurs, là, je fais le pont là-dessus, même les influenceurs qui sont comme qui ont peut-être pas d'agent ou peut-être pas d'agence ou qui sont, on va dire, peut-être pas confiants en ce qu'ils peuvent prodiguer comme valeur, ben ils vont peut-être charger ou accepter les choses à moins fort prix. Puis, ben, c'est correct, là, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que ben c'est pas tout le monde qui gagne là-dedans. T'sais, on est tous perdants au final parce que la compagnie pense qu'elle paye le juste prix ou au contraire, elle se dit j'ai une bonne affaire, je l'ai payé pas cher. Puis là, après ça, l'influenceur fait du bon contenu, ça fonctionne. Puis là, la compagnie pense qu'elle peut répéter la même roue plein de fois. C'est ça. Puis ça devient, c'est plate, c'est dommage. Là, je pense que c'est une question de situation aussi. Si je suis un entrepreneur ou un influenceur qui se lance dans ce domaine-là, c'est sûr que je n'irai pas charger quelqu'un qui ça fait comme 5-10 ans qui fait ça. Non, puis je dis ça, puis même moi, je l'ai vécu là, à petite échelle, là, sans dire des affaires de collab, mais je l'ai vécu là, avec des conférences, justement, puis après ça, ça varie beaucoup, là, c'est des conférences, c'est très subjectif, c'est très aussi unique à chaque événement où on va. Il y a des événements où c'est des prix préfaits, il y a des événements où les conférenciers ne sont pas payés parce que l'événement en soi est tellement gros que ben, ça vaut ça, cette affaire. Là. Je veux dire, ça vaut la visibilité que tu peux avoir dans l'événement. Il y a des événements que tu es engagé par des entreprises privées, que là, c'est comme, ils te demandent une soumission. Puis là, c'est là, bien souvent, qu'il faut avoir confiance en ce qu'on prodigue comme valeur. Je prends un exemple sur moi que j'ai appris il y a une couple d'années. J'avais fait une conférence de 3 ans. Puis je ne veux pas nommer avec qui nécessairement. C'est juste que j'avais comme fait une conférence. J'avais chargé $600 pour ça. Puis moi, à l'époque, c'était dans mes premières conférences. C'était sur TikTok. Ouais, fait que tu te basais sur quoi pour, mettons, tu dis je charge 600? Je me basais. Puis c'est là que j'ai appris une leçon là, importante quand même de quelqu'un qui m'avait dit ça, un entrepreneur. Puis on est encore amis aujourd'hui. On se parle bien souvent. Puis j'avais chargé en pensant au nombre d'heures que ça allait me prendre, me rendre là-bas, faire la conférence, revenir, le nombre d'heures qu'il faut le préparer. Tu sais, puis jamais dans mon équation, j'avais demandé à la personne qui m'avait engagé, qui organisait l'événement, combien de personnes il y allait avoir. C'était quoi le prix du billet qu'il payait. C'était quoi la journée ressemblait à quoi? C'était un 2 jours en plus qu'il y avait deux journées de conférence. C'était quoi les autres sujets? Tu sais, comme j'avais pas posé de questions assez. Puis moi, j'étais juste content que des entreprises commencent. On retourne en arrière, là, c'était automne 2022. Là, fait que ça fait presque que 2 ans. Puis c'était comme même automne 2022. Puis même à l'époque, peut-être les gens vont rire, mais il y a 2 ans, les gens n'étaient pas trop sur TikTok. Là, encore une fois, les entreprises commençaient, mais c'était comme je devrais être-tu pareil, je suis pas sûr, convainc-moi encore. T'sais. Puis là, à l'époque, c'était une conférence pour recruter sur les médias sociaux, sur TikTok, justement. Puis moi, ben, étant donné que j'avais commencé à parler de TikTok
2 ans avant, tu sais, où je me faisais lancer des roches. En à ce 2020? moment-là. Ah oui, 2020, ah oui. janvier, février c'est 2020, fou, ma hein. première vidéo TikTok est sortie, je pense, puis c'était niaiseux, c'était n'importe quoi. Mais après, j'ai vite compris, je pense pas plus tard, qu'en juin 2020, il y a 4 ans, là, quasiment jour pour jour, j'avais fait un TikTok en disant que tout le monde, les entreprises, c'est une plateforme incroyable, comme si j'avais trouvé le Saint Graal. Tu sais, je me trouvais là, hey, mon Dieu, c'est débile, là, tout le monde va être là-dessus. Puis j'avais fait un post sur Facebook, tu sais, je me donnais. Puis beaucoup de gens étaient comme, ben non, c'est rien de malade, c'est des trop jeunes, ça. Puis C'est pas ma clientèle. Moi, Exact. je vois encore ça aujourd'hui. ouais, puis je t'entends encore, C'est puis regarde, moi, stupide. maintenant, je cherche plus à convaincre. Je suis comme, garde, si t'es pas Tu veux pas le convaincu. faire, fais-le pas. C'est ça, exact. Mais tu sais, je cherche pas à convaincre les gens. Je suis comme, si t'es pas convaincu, garde, c'est pas moi qui va te convaincre. Ah ouais. Il y a bien du monde maintenant qui connaissent autant bien TikTok, voire bien plus TikTok que moi, que au début, je comme me suis démarqué, je pense, parce que j'étais un des pas dire un des seuls au Québec, mais j'en parlais avec Alex Turcotte, que tu connais peut-être bien aussi. oui, Puis lui, il fait des formations, une agence là-dessus. Puis, Ouais. tu sais, je salue aussi, c'est un bon ami à moi. Puis, tu sais, je pense qu'au début, lui, dans les pionniers, lui aussi, a parlé de ça. Ouais. Puis 100%. maintenant, beaucoup de monde connaît ça. Fait qu'il faut pas non plus se dire je suis le meilleur incontesté. Tu sais, là, il faut dire, Alex Mais- Turcotte, il y a une agence dédiée. À TikTok. À TikTok, Genre pour faire du contenu adapté à TikTok. Tu sais, c'est Je pense comme- que. Puis vulgariser les choses assez bien pour convaincre des gens aussi, des institutions, je pense, qui sont peut-être plus. Organisme, tu sais. Organismes communautaires, gouvernemental, OBNL, gouvernemental. Ah ouais, Fait que c'est c'est fou, comme là. des gens qui sont loin de cette réalité-là. Ben oui. Puis Mon je sais Dieu. pas où je voulais en venir avec ça, mais on parlait de prix. Puis c'est ça, la conférence, j'avais Ouais, chargé ouais, un c'est prix. Puis là, puis j'étais juste content. Je suis comme, mon Dieu, ils veulent parler de recrutement sur TikTok. Ils vont penser à moi, crime. J'ai réussi, I succeed. Là, tu sais, c'était comme mes premiers trucs qui Ben oui, me faisaient payer pour moi. Tu sais. Puis là, finalement, je réfère à la personne qui m'a dit ce conseil-là pour une conférence lui aussi. Puis il m'appelle, puis il me dit, toi, t'as chargé combien? Je dis, ben, j'ai chargé 600. Puis là, au début, je me sentais comme, c'est-tu assez? C'est-tu pas assez? Ouais, Là, c'est ça. il va-tu rire de moi? Tout Il ça. va Puis il dire fait, quoi, ouais. puis il m'a dit, t'as chargé 600? J'étais de même, ben oui. Il fait, juste ça. J'étais comme, ben, je sais Là, pas. là, tu te sens mal, en hein? fait, ça a fait, T'es comme, ça a fait comme, mais fuck. juste ça. Là. Puis moi, après ça, je vais te dire ma réflexion après, tu vas vas-y, peut-être comprendre où je veux vas-y. en venir. Mais puis là, il me dit, moi, j'ai chargé, mettons, 2000. Ah, OK. Puis ils ont pas froncé les sourcils. Puis pourquoi 600? Je suis comme, ben, je pensais 1 heure le déplacement, 1 heure l'affaire, 2-3 heures préparer ça. Il dit, ça compte pas ça en heures. Là. Il dit là, tu vas comprendre l'affaire. Il dit, il faut que tu comprennes la valeur que tu apportes. Puis il dit, t'as-tu posé la question, il y avait combien de personnes? Là? J'ai dit, non. Puis là, il fait, moi, je l'ai demandé. Là, je suis comme, combien de personnes il va avoir? Là, il fait, il va avoir 200 personnes. Je suis comme, ah! Puis il dit, le prix du billet, tu demandé? Je suis comme, pas demandé. Ouais, c'était quoi? Ouais, Il c'était dit, quoi, man? chaque personne qui est là paye genre 100$ pour être là. Je suis comme, là, j'étais comme. Ouais, là, t'as un plus un. Puis il dit, t'as demandé, il y a combien de conférenciers au total? Je fais, pas demandé. Là, il fait, par jour, il y a comme 4 conférenciers qui vont être là. Fait qu'en tout, il y en a 8 conférenciers. Puis eux, ils payent ça pas. Là, je suis de même, tout fait partie des 8. Là, je suis de même, OK. Là, il fait, t'aurais pu charger 2000$. Je suis de même, ok, c'est correct, mais tu sais, en même temps, ils m'ont payé une chambre d'hôtel. Tu sais, non, mais tu sais, genre, je disais ça à la blague, mais j'ai comme compris ça. Puis, mais moi, quand il m'a dit ça, j'ai fait, ok, je comprends une bonne leçon. Tu sais, C'est puis ça. cette personne-là, Oui. si elle écoute le balado, elle va se reconnaître. Puis je suis comme, c'est une bonne leçon que je traîne encore avec moi aujourd'hui, tu sais, puis positivement. Ouais. Mais moi, à cette époque-là, quand tu disais, je vais pas charger un prix trop cher quand tu viens de commencer par rapport à quelqu'un qui ça fait 5 ans qui fait ça, c'est ça, exact. moi, j'étais confortable avec ce prix-là. Moi, c'était ma deuxième ou, ouais. pour pas dire première conférence ou deuxième devant public. Tu sais, j'en avais fait une à Québec, je pense, à l'hiver 2022. Tu sais, c'était l'automne 2022. C'était encore nouveau pour moi. J'en avais pas fait beaucoup. Même là, j'en ai fait 15 ou 20 depuis le début de tout ça. Tu sais, puis encore là, j'ai toujours le même track de départ, t'embarques. T'as toujours ce sentiment-là de c'est peut-être assez bon, les gens qui vont être là. Il va y avoir des gens qui vont venir écouter. Tu sais, puis là, moi, je me sentais, je suis comme, hey, au pire, je peux juste over-deliver. Genre, je peux juste faire tellement mieux que ce qu'ils s'attendaient ou ce qu'ils ont payé pour, que ça va m'être positif. Ouais. Fait que je m'étais dit, je voudrais pas arriver là puis avoir chargé 2000 en disant ça vaut ça. Parfait, on te paye 2000. Arriver avec un sujet que je maîtrise, mais qui n'est pas encore connu parce que c'était TikTok à l'époque, recrutement, puis qu'il fasse, on a payé 2000 pour ça. Ouais. Hey, Ah, je comprends ce que Fait que là, c'est intéressant. puis là, je suis pas en train de dire que c'est la voie de la vérité, mais j'étais comme moi, c'était ma vérité à moi. J'étais comme moi, je me suis senti confortable. Après, je l'ai fait. J'étais bien, j'ai eu du fun, je me suis fait du contenu aussi sur place, j'ai documenté le processus, ça m'a servi à mon agenda professionnel C'est aussi. clair. Un autre point important aussi, des fois, il y a des contenus que tu fais ou des collaborations ou des conférences que tu fais que même si le montant, des fois, il est de zéro, le montant est peut-être moins cher que ce que tu chargerais autrement. Sers-toi-en pour ton agenda professionnel. T'sais, moi, je m'en suis servi pour faire des reels, un TikTok. J'ai fait un documentaire de ma performance. C'est génial, mais j'ai fait tout le contenu possible. Puis j'étais comme, tu vois, ça va emmener une autre. Puis comme de fait, ça l'a amené d'autres choses. Puis, Fait que là, tu charges combien pour tes conférences? mais pour le vrai, j'ai pas peur de dire. Ben, maintenant, ça dépend beaucoup. Mais je dirais qu'une conférence, entre 1500 et 2000, ça peut être pour une conférence Non, mais de c'est 1 heure. intéressant. Ouais. Puis que je me déplace, tout ça. Est-ce que chaque conférence est ce prix-là?
loin Non, que là. ça Parce s'adapte, qu'après ça ça, s'adapte, c'est sûr. sans nommer d'endroit ou peu importe, il y a des conférences que j'ai dit oui quand ils m'ont Oui. payé 500. D'autres conférences que j'ai dit oui qui m'ont payé 1000, mais c'était en T'as-tu ligne. un- J'étais comme, OK, tu sais. Fait que- As-tu un objectif, disons, je veux faire une conférence à C2 Montréal, genre? C'est drôle que tu dises ça parce que t'as-tu vu sur Instagram, en tout cas, peu importe, j'ai fait un post sur Instagram à ma fête de 29 ans l'année passée. OK. Puis là, j'ai pas de conférence à C2. Là. OK, j'étais comme... Non, mais C2 vient de finir, je pense. Je suis même pas allé cette année. Je suis allé il y a 2 ans. C'est vrai. Puis c'est ça, il y a 2 ans, c'était encore nouveau. Tu sais, les conférences, j'en avais fait comme 3-4. Ouais, Puis là, ouais. j'en ai cumulé quelques-unes de plus derrière la cravate, on va dire. Puis, Nice. puis je m'étais dit, j'aimerais ça faire une conférence à C2 une année dans ma vie. Tu sais, j'avais dit avant mes 30 ans, ça arrivera pas, mais tu sais, dans les prochaines années proches, là, tu sais. Parce qu'on dirait que C'est cool, je trouve ouais. ça cool. L'événement, j'ai aimé ça. J'étais allé Oui. 2-3 fois dans ma vie avec l'université dans le temps. Je suis retourné il y a 2 ans. Nice. J'aime l'aspect créativité, tu sais, ben, Mhm. c'est ça l'événement, là, C'est créativité clairement au ça. carré, Ouais, tu sais, c'est puis c'est les gens qui sont là, tu sais, c'est international, puis Ouais. je me dis un jour j'aimerais arriver à un point où je pense que je peux apporter quelque chose Ouais. à cette crowd là qui va là, qui sont Ouais. toutes des gens qui seraient somme toute, je pense, beaucoup plus haut placés que je peux l'être dans ma vie, mais que ma conférence pourrait les intéresser quand même. On dirait que j'aimerais ça. C'est super intéressant, ta carrière de conférencier puis d'enseignement aussi. Ça va faire un lien avec la dernière question tantôt que je t'ai posée. Ouais. Tu sais, mais On va parler de marketing d'influence dans ça, mais on en reparlera peut-être si tu Mais veux. j'aimerais qu'on parle justement du marketing d'influence. Tu sais, si tu avais une entreprise qui t'approche, mettons, qui pourrait te poser une question comme ça, ça serait quoi une bonne stratégie de marketing d'influence? Est-ce que je commence par la création de contenu? Est-ce que je paye des micro-influenceurs pour commencer mes produits? Tu sais, mettons, une bonne stratégie en 2024, ça ressemblerait à quoi avec des influenceurs sur Instagram? Sur Instagram. Ça va être bon pour un clip, ça. Ouais. mais pour vrai, puis je me rappelle avec Jem, en plus, on en a parlé de ça il y a plusieurs mois. Puis mon opinion a somme toute pas changé, Ça mais a plus changé un évolué. peu? Tu sais, je veux Ok, dire, ouais. tu sais, il m'avait dit, je pense, puis la question là, est super bonne, la stratégie, mais il m'avait dit est-ce que c'est bon d'envoyer des produits à plein d'influenceurs? Parce qu'on envoie beaucoup. Là. envoie des produits à des colis PR. Tu as fait une C'était vidéo comme- de la Exact. vie du produit. Ouais, C'est ça, exact. puis là, Ouais, tu sais, la prémisse partait de ça, puis là, je me sers de ça pour répondre à ta question, mais de la stratégie, je pense que non seulement, encore une fois, je vais me répéter, mais les marques qui veulent faire de l'influence, qui seraient nouveaux là-dedans, tu sais, Oui. n'auraient pas le choix de bâtir une plateforme avant tout, tu sais, d'avoir au moins du contenu sur leurs médias sociaux. OK. L'influenceur va pas te régler ton problème de vente si t'as pas vendu aucun de tes produits. T'as aucun Je le contenu. répète souvent, Ah, ouais. tu sais, mais j'ai fait des erreurs aussi quand j'étais agent à mon ancien travail en agence pour Production J, justement, là, pour pas les nommer, mais tu sais, je veux Oui. dire, je m'en cache pas là, avec les gens d'Occupation Double et tout ça. Au début, quand j'ai Oui. commencé, le milieu était très nouveau encore en 2020. Puis moi, en tant qu'agent, mais j'étais juste content de négocier des deals. Puis c'était nouveau, j'apprenais sur le tas. Puis un grand apprentissage que j'ai appris, que je me sens encore aujourd'hui, c'est de poser des questions. Puis je pose des questions à tout le monde. Aujourd'hui, je pose des questions. Là, aujourd'hui, c'est toi qui me les poses. Mais tu sais, je serais curieux même de te faire une entrevue, poser des questions. Puis je pense que le client est gagnant quand il pose des questions. Mais au contraire, la personne qui se fait engager est gagnante, c'est-à-dire l'influenceur, tout ça, Ouais. à répondre et à poser des questions aussi. Parce que le plus de questions on pose, je pense que c'est le début de la stratégie part de ça, là, poser des questions. OK. Mais le plus de questions on pose, le plus on peut cerner le besoin, l'objectif, puis on peut comprendre aussi qu'est-ce que le client cherche avec ça. Si le client il dit je pose des questions puis il n'a pas le temps de te répondre, il est comme moi j'ai un projet, peux-tu me dire de quoi? Puis tu vois qu'il répond aux questions avec, tu sais, même lui, il a l'air à s'en foutre, mais il veut les influenceurs. Moi, c'est niaiseux, mais je vais dire, hey, je peux te référer à quelqu'un. Tu sais, moi, j'ai donné là, pour te convaincre ou peu importe, tout faire, la vulgarisation de ça. Je pense qu'il y a d'autres mondes qui vont vouloir te dire oui, mais tu sais, moi, ça me tente pas. Genre, je veux dire, je veux travailler avec des gens qui sont déjà comme outillés un peu là-dessus, qui comprennent la 100%. game, qui ont une bonne perception de la valeur que ça peut apporter. Puis au contraire, c'est quelqu'un. Première étape, tu poses des questions, puis il te répond mais j'ai fait des ventes là-dessus, j'ai mon site web, j'ai identifié mon persona. Là, je cible de tel âge, tel type de personne, l'île de Montréal. Tu sais, connaître bien ça, c'est important, la base de tout. Puis là, j'ai essayé tel type de truc. Je vais essayer des micro-influenceurs, mais là, en même temps, j'ai un budget de temps. Puis là, il donne des outils. Puis là, tu comprends que le client, il veut. Là, Ben, il est investi dans il va te sa dire, stratégie. j'ai 20 000 de budget. Ok, ouais. Je veux faire des vidéos. J'aimerais ça avoir 3-4 influenceurs, mais tu sais, la grosseur m'importe un peu. Juste avoir des personnes qui vont carry mon message, qui vont porter mon message bien. Mes valeurs sont ça. Tellement. Tu sais, là, moi, je suis comme, OK, on va avoir du fun, mais tu m'aurais dit, j'ai 10 000, on aurait pu faire de quoi, tu sais, dans le sens, l'argent n'est pas nécessairement un enjeu tout le temps. OK. Des fois, oui, là, mais ce que je veux dire, c'est si tu vois que la personne s'intéresse pour de vrai à ça, puis qu'elle te vend son entreprise comme si c'était elle qui était l'influenceur, puis c'est un peu ça que j'aime dire aussi, genre, vendez-moi votre entreprise, ou vendez l'entreprise comme vous étiez le propre influenceur de votre business. Ouais. C'est vraiment ça la réalité aujourd'hui. Puis après ça, ben, quand tu vas engager un influenceur, non seulement tu vas y faire confiance parce que tu vas l'avoir choisi avec parcimonie, tu vas y avoir expliqué ton 100%. message. Fait que lui, en tant que, je vais dire,
une image figurée, le véhicule de ton entreprise va le véhiculer bien, il va le transporter bien à autrui, puis ça va bien voyager. Ouais. Et là, j'ai fait une stratégie vraiment, là, je pourrais l'écrire point de forme par point de forme, et là, à travers tout ça, tu arrives à un contenu qui est sur Instagram, par exemple, on prend cette plateforme-là, For sure. qui va se décliner en, on va dire, 4 influenceurs, des reels, où tu as bâti une stratégie vidéo, là, je mets l'accent beaucoup là-dessus parce que c'est ça pas mal ce qu'on aime en ce moment. Et là, tu te dis, OK, je veux une story où tu fais un call to action, mais avant de faire un call to action, je veux que tu utilises mon produit, mon service dans ton quotidien, que tu trouves une manière, une trame narrative qui correspond à ton audience. Et là, d'agir en co-création avec l'influenceur, c'est pas mal ça qui fonctionne le plus, qui est le plus payant, non seulement en termes d'investissement d'argent, parce que l'influenceur va comprendre ta business, il va être prêt des fois à accepter un montant d'argent sur son prix, mais il va être prêt à comprendre aussi l'impact qu'il peut avoir, pour dire, OK, mais si tu as un moins gros budget, ben moi, si je peux comprendre mieux ta business, ben moi un montant fixe, peut-être que je peux générer des leads, puis on va voir si ça fonctionne bien, peut-être que je vais avoir une rémunération 100%. d'affiliation, mais au moins j'ai un montant fixe, en tout cas. Puis tout ça, fait que après ça, ben toi, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'agence, tu es confiant avec les choix que tu as faits. Tu te dis, tu évites aussi les reshoots vidéo, les scripts trop bien écrits, trop ficelés, tout ça. Ça a l'air d'une publicité. Exact. Tu fais confiance à la personne. Faire confiance, je pense que ça fait partie intégrante d'une bonne stratégie. Puis après, ben personne n'est déçu, ou je veux dire, ça se peut, là, mais je veux dire, personne est déçu en amont au moins. Là. Tout le processus se fait bien parce que ça aussi, c'est important dans une stratégie. J'aime le dire, on aime ça avoir du fun. Je pense tout le monde quand on travaille. Je pense que de rendre le processus fluide et le fun, c'est important. On néglige souvent ça, mais puis je me mets dans la peau d'un influenceur. Bon, des fois, j'ai des demandes de collaboration. J'en suis pas un, mais pour avoir travaillé avec beaucoup d'influenceurs très connus au Québec, quand le processus n'est pas le fun, non seulement pour l'agent que je suis par moment, pour la personne avec qui je travaille, que j'ai été pour plusieurs talents, non seulement c'est pas le fun pour l'agent, parce que moi, je me sens tiraillé entre les besoins de l'influenceur, la satisfaction du client, puis là, ben, l'influenceur, il est son agent. Fait que je veux dire, la personne me paye, entre guillemets, ou je veux dire, l'agence pour représenter lui, mais là, fait que je vais choisir lui, mais il faut aussi que l'influenceur comprenne les besoins du client. Mais si le processus est de la merde, on va dire, ben, je vais dire le mot, là, mauvais, là, et pas le fun, ben, non seulement la campagne, oui, va se terminer un moment donné, il va avoir le contenu, mais il n'y aura pas de repeat business. Il n'y aura pas, exemple, que la compagnie revient vers nous un an après. Ben, on aimerait ça recollaborer. Finalement, le contenu était beau, là, mais on était un peu gossant dans toutes les étapes avant, mais ça te tente-tu? Non. Comme, il n'y a pas... Puis là, ils vont dire, on paye plus cher. Ouais, mais on dirait que l'argent, à un moment donné, il y a une limite. C'est plus loin, exactement. Il y a une limite Puis là, je veux pas avoir l'air en disant ça là, comme si j'étais condescendant sur l'argent. Je suis toujours reconnaissant de tout, puis je vais jamais rien prendre pour acquis. Mais je pense qu'à un moment donné, dans le milieu qu'on est, même dans n'importe quel milieu, l'argent ne peut pas tout acheter. Là. Tu peux pas acheter faire une croix là-dessus quand c'est un projet de passion, parce que ça va être c'est sur sa plateforme, ça va se transparaître dans le contenu que tu vas filmer ici. Exact. T'es pas aligné avec la mission du projet, ou tu te sens forcé, ou tu le fais par besoin financier. Exact. Puis je rajouterais même à ça aussi, puis je pense pour complémenter ma réponse, puis là, je m'en vais dans plein d'avenues, mais je pense que c'est une bonne stratégie, puis je vais les plugger. Au pire, on bipera leur nom si tu veux pas mettre de nom, mais j'ai une agence que j'aime bien, là, pas moi, j'ai une agence, mais une agence que j'aime bien qui s'appelle Drew à Montréal. Ben oui. Andrew Johnson, pour dire lui qui a fondé ça. Ouais. Je trouve que puis c'est lui aussi qui est derrière un peu des débuts d'Olivier Primo à l'époque. Il en a parlé dans un podcast, je pense, qui est allé. Bref, puis tu sais, il faut remettre à César ce qui est à César. Je veux dire, il a quand même fait des stratégies qui ont été gagnantes, non seulement avec lui, mais il est derrière le succès aussi avec son équipe de Lafleur, Lucie de Lafleur, puis qu'on le connaît sûrement tous et toutes. Là, présentement, j'ai vu qu'ils ont, dans la journée qu'on tourne le podcast, là, ils commencent à faire du contenu pour Food Hero, une application, tu sais, puis peut-être que dans un mois, peut-être que quand le podcast sortira, va déjà être rendu à plusieurs milliers d'abonnés, mais tu sais, il a vraiment trouvé une stratégie, je pense, puis il en parle beaucoup sur LinkedIn, je le suis beaucoup, puis d'humaniser des marques. Puis aux États-Unis, il y a beaucoup ça aussi, là, de build in public, ce concept-là qui est de construire ta business devant l'œil du public, mais autant les bons que les mauvais coups. Et là, c'est pour ça que je le nomme avant, parce que c'est vraiment de lui que j'ai vu ça, une vidéo. J'ai revu après plusieurs vidéos d'autres personnes, fait que je me suis éduqué de plein de monde dans le milieu. Quand tu dis humaniser, ça veut dire quoi? Mais de rendre un peu la marque comme si c'était pas un influenceur, mais de rendre, puis là, c'est un paradigme là, de genre le summum du capitalisme. La marque devient un autre humain. Fait que là, on est comme, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est. Parce qu'à un moment donné, tout se blende, tout se mélange un peu. L'influenceur est une compagnie en soi aussi quand il fait affaire, c'est sa compagnie en tant que sa personne. Mais justement, le point étant que. Le point étant que je pense que les gens maintenant aiment suivre du contenu pour soit apprendre, se divertir, générer des émotions, bon, tout ce que tu veux là-dessus, je pense qu'on le sait. Mais je veux pas suivre une marque parce que
elle me donne du contenu photo de genre mon produit est vraiment beau, genre un rabais cette semaine, ou je veux suivre une marque parce que justement elle va agir comme un influenceur, tu sais, elle va agir comme un créateur de contenu, puis je veux sentir que je peux mettre un visage sur quelqu'un. Lucie de Lafleur, c'était ça, tu sais, les gens ont rapidement, je pense, compris le symbole de la caissière d'un certain âge, bon, c'est 50, 60. On a tous vécu ça quand on va s'acheter une petite poutine. Un petit retour de poutine, la Lucie, ou puis Lucie aussi, le nom, on s'entend, là, je pense que ça a été dit là, que c'est une comédienne, là, mais je veux dire, oui, clairement. Au début, les gens, même, il y a encore du monde qui doute de ça. Ah, c'est une comédienne? Moi, quand quelqu'un me l'a dit que c'est une comédienne, je dis, mais voyons donc. C'est ça, mais au début, le secret est bien gardé. Après ça, je pense que ça a été dit. Fait c'est fou, là. Je pense même qu'elle a dû, en tout cas, je sais pas, là, je sais pas là-dedans, mais elle-même a dû signer des papiers sûrement de le dire, dans le sens que, je pense que ça faisait partie d'un contrat de. En tout cas, c'est un terrain que je connais pas, mais que j'étais pas là-dedans, mais moi, ça serait logique dans ma tête que cette personne-là, tu vas faire du contenu, t'es comme l'influenceuse de la marque maintenant. Mais tu vas devenir, sans le savoir, ils ont vu un succès phénoménal, l'icône de Lafleur. Comme la caissière, Lucie, on l'aime toutes. Et dans le fond, si je comprends bien ce que tu veux dire quand tu dis humaniser, là, on va prendre l'exemple de Lafleur, mais Joe, qui est l'agence, va mettre une ambassadrice qui va être l'image de l'entreprise, qui va faire du contenu intéressant, qui est comme l'influenceur attaché à l'entreprise. Je pense que c'est une bonne stratégie qui s'adapte bien à toutes les entreprises. Exact. Puis après ça, puis je prends l'exemple aussi d'une conférence que j'ai vue quand j'étais web à Québec la semaine dernière pour moi-même faire une conférence, mais une conférence qui était de Hydro-Québec, l'alternateur, je sais pas si tu connais. Bref, Zoé, on la salue encore une fois. J'ai vu le nouveau, je sais pas si tu veux dire, c'est le contenu la nouvelle personne qui gère les réseaux sociaux. En fait, c'est une page, l'alternateur, qui ont. Il y a une personne maintenant qui sont arrivés sur TikTok récemment, qui s'appelle Clara, justement, cette fille-là. Mais Hydro-Québec, c'est ça, c'est une société d'État. Bon, un exemple parfait de justement. Beaucoup de layers d'approbation, on va dire. Dans la conférence, ça disait qu'il y a du contenu qu'elle planifiait des fois, puis c'est 1 an plus tard qui a été comme publié. Pour dire, c'est beaucoup de patience, je pense. Mais c'est correct parce que ça fait partie de la game. Là, quand tu as une grosse business, tu peux pas non plus faire n'importe quoi puis dire hey, on fait ça, puis là, après, tu te fais poursuivre. Il faut que tu puisses prendre tout en compte. Puis il y a aussi cette vulgarisation-là de fais-moi confiance. Monsieur en haut de la direction qui a 55-60 ans, qui connaît pas trop ça, pas faire de l'agisme aussi, mais qui connaît pas ça, puis c'est bien correct. Mon contenu TikTok, il est bon pour Hydro-Québec. Il faut y avoir une certaine vulgarisation, mais ce que je veux dire, c'est que, elle disait justement dans la conférence, c'était l'alternateur, c'est une page qui a été créée spécifiquement pour parler de contenu éducatif, mais c'est pas. Ils disent pas on est d'Hydro-Québec, c'est l'alternateur, c'est promouvoir justement, là je paraphrase, mais tu sais, les concepts pour être plus éco-responsables, l'énergie verte, peu importe, puis ils vont rencontrer des gens, des experts du milieu, parfois d'Hydro-Québec justement, où ils peuvent montrer des centrales hydroélectriques ou peu importe. Nice, OK. Puis dans le modèle d'influence qu'ils ont, mais tu sais, la personne qui est, Zoé, et là j'oublie pour faire exprès de son co-animateur, mais sont deux, ils font du contenu des fois avec des influenceurs, mais ils vont co-créer avec quelqu'un de connu, qui a une plateforme de 100, 200, 300 000 abonnés, pour qu'il fasse partie de la vidéo, mais la personne créatrice est là. Fait que tu sais, t'as pas. Les gens qui suivent l'alternateur ont du contenu créateur, tu sais, qui est là à temps plein, elle est payée, mettons, par l'alternateur d'Hydro-Québec pour faire du contenu. Mais après ça, elle devient un peu le visage de ça, oui. Puis c'est un autre game aussi, là, toute la partie qui est employée, sélectionnée parmi un bon nombre de candidatures, tout ça. Mais après ça, quand tu fais de l'influence, ça t'enlève pas l'opportunité de faire de l'influence non plus parce que tu peux mixer l'influenceur puis créer une nouvelle histoire avec ça. Puis là, c'est là que ça devient payant. C'est comme là, tu bénéficies de la visibilité de l'influenceur avec la crédibilité que tu as établie avec ta marque. Puis là, souvent, les résultats sont décuplés parce que c'est un produit à vendre ou un service à promouvoir ou juste l'éducation à faire. Dans ce cas-ci, c'est vraiment de l'éducation, sensibilisation. Tu sais. Là, les gens vont écouter la vidéo, vont avoir ton attention. Puis c'est ça, tu vas peut-être vendre un produit bien plus que si tu fais une campagne d'influence où il y a un code promo puis c'est juste pour placarder du... je sais pas, j'en vois des fois encore passer dans les moments, le Boxing Day, Black Friday, je comprends, mais tu peux pas juste faire ça. Déjà vu, on se tanne. Je pense qu'on est tellement submergé de publicité, que ce soit même, je veux dire, là, je niaisais l'autre jour avec mon ami, j'étais comme, tu sais, Spotify, je veux pas payer pour le Spotify Premium, mais là, les pubs, moi, je me sais que ils vont m'avoir, mais tu sais, on entend, hey, si t'écoutes cette vidéo-là, tu sais, puis là, la publicité va prendre juste 20 secondes. Tu sais, personne n'est vraiment des fois content d'entendre une publicité. Mais il y a moyen de bien la faire pour que ça fasse comme une nouvelle création que là, on va écouter. T'sais. Puis que ça fasse partie du processus créatif et que là, la publicité devienne, oui, c'est très, très insidieux. Tu vas me dire, là, genre, on va devenir tout publicisé partout. Mais c'est comme, je pense que le défi, c'est ça, c'est de garder l'attention du monde dans le contenu organique
c'est une chose. Mais de la garder quand tu fais une publicité aussi, c'est une autre chose. Dans mon domaine, dans mon agence, moi, c'est vraiment plus avec des solopreneurs que je travaille, ou des entrepreneurs, des petits PME. Puis, fait que c'est plus facile, je trouve. Mettons que si j'avais un mandat de travailler gouvernementalement avec les étapes, passer à travers le contenu, c'est difficile, c'est long. Fait qu'un point par rapport à ça, moi, ma stratégie avec mes clients, c'est le podcast. Fait que je parle avec l'entrepreneur. Je te pose un peu comme conférence. C'est vraiment ça. Là. Je poserais. C'est l'image de l'entreprise. C'est lui qui l'a lancé. Parle-moi de ta mission, pourquoi tu l'as lancé. Puis fais inspirer, fais rêver la personne, ton prochain client, en fait, pour qu'il vienne vers toi. Tu peux rêver à faire comme moi. Non, c'est pas vrai. Si tu te lèves à 5 h du matin, tu bois du kombucha. Lève-toi à 9 h. Le mec, il a pas été lousse. Non, c'est pas vrai. Genre, ça marche d'humaniser la marque. Ben oui. Je pense que c'est ça un peu le futur aussi. C'est la stratégie. Puis juste une question par rapport à ça pour toi. Penses-tu que chaque entreprise... En fait, non. Penses-tu que chaque entrepreneur devrait avoir une personal brand? Mon Dieu, ça c'est une autre question. On a-tu une coupe d'heure pour... Non, mais tu me diras combien de temps on est rendu. Ben oui, on parle depuis... Je sais pas, Diego. On est rendu à... OK, quand même, on est juste. Mais pour vrai, bonne question. Puis j'en ai... justement, encore une fois, je veux pas me plugger, mais je vais le faire pareil. Mais la conférence que j'ai faite à Web à Québec, c'était la création de contenu authentique et le branding personnel. Puis moi, je me prenais comme l'archétype de justement, si je me ramasse devant vous aujourd'hui, c'est pas parce que je suis le meilleur en branding personnel, je pense que tout le monde a des connaissances là-dessus. Il y a du monde bien meilleur que moi en branding personnel. Justement, un gars comme Gary Vee aux States, c'est le summum du branding personnel. Tout le monde s'est inspiré de lui. Mais après ça, plein de monde font du branding personnel. Ça regroupe quoi? Juste pour finir sur ma question, ça regroupe quoi le branding personnel? Puis exact. C'est ça, exact. Puis dans la conférence, j'en parlais parce que je disais aux gens, on jouait un jeu, puis j'étais comme, connaissez-vous cet entrepreneur-là? Puis là, je parlais, mettons, de Jake Carl qui a Midday Square, justement, Olivier Primo, Andréane Marquis, Woman. Puis il y a 5-6 personnes que je nommais comme ça. Puis je comparais, rapidement, les gens comprennent la dynamique. J'étais comme, on va voir leur nombre d'abonnés ou leur nombre de vidéos, tout ça, puis voir sur leur compagnie, ils ont combien d'abonnés. C'est juste pour le fun. Puis là, de voir le nombre d'abonnés de la personne qui a un personal brand, on va dire, je commençais par Jake Carl, qui a comme 30 000 abonnés sur LinkedIn. C'est sa plateforme de prédilection, Instagram aussi, mais LinkedIn quand même. Tu regardes sa compagnie sur LinkedIn, a pratiquement le même nombre d'abonnés. Puis c'est pas juste lui qui est l'actionnaire, mais c'est lui le visage un peu de l'entrepreneur influenceur. Voilà. Puis là, plus près de nous, je prenais l'exemple de Pizza Salvatore, justement, pour encore une fois nommer une marque. Mais que eux, je disais, je pense à la date de janvier, là, Elisabeth fait beaucoup de contenu depuis bien avant, la VP Marketing, mais que les deux sœurs et les 3 frères font du contenu. Je sais pas si tu as vu, chacun a leur compte TikTok. 100%. J'ai trouvé ça au très Québec, cool. C'est vraiment, je pense, en tout cas, à moins que je me trompe, là, des précurseurs parce que beaucoup d'entrepreneurs font du contenu, mais en tant que marque aussi grosse comme Salvatore, ils ont leur marque personnelle en plus. Elisabeth, j'imagine c'est peut-être elle là, qui a peut-être convaincu ses frères ou pas, mais elle a fait du contenu elle-même parce qu'elle baigne là-dedans. Mais là, sa sœur, qui est mère entrepreneur des jeunes enfants, elle montre son quotidien de mère entrepreneur. Fait que moi, je les suis toutes. Là. Je suis comme, je vais aller voir c'est quoi l'autre frère, Frédéric, je pense son nom, il dit moi je m'occupe des restaurants. Avec là, il monte le board avec l'objectif des restaurants. Puis comment ça marche ouvrir un restaurant. Puis là, tu vas voir dans le parking où est le nouveau bâtiment. Puis moi, je trouve ça incroyable. Tout le monde les connaît de Salvatore, mais après ça, ils donnent accès aussi à des bribes de leur quotidien, c'est intéressant de leur vie. Là, puis là, tu vois à quel point, derrière chaque success story, il y a quelqu'un, mais il y a aussi une vie bien normale aussi. Dans le sens que ils vont faire l'épicerie pareil. Comme il n'y a pas, à moins que, je veux dire, je sais pas, tu t'appelles Beyoncé ou peu importe, j'ai un nom d'artiste. Il avait partagé son horaire à un moment donné sur LinkedIn. Il y en avait un qui a Sébastien, je pense que je dis comme si je les connaissais. Oui, mon grand ami Sébastien. Mon grand ami, en tout cas. Mais non, mais je veux dire, maintenant, c'est ça, c'est un peu, je nomme leur nom parce que je me rappelle. C'est fou. D'un, chez leur compagnie. De 2, j'aime ce qu'ils font, je trouve ça intéressant. Puis de 3, c'est ça. Ça a l'air comme si je les connaissais, mais on se connaît zéro. J'ai parlé 2-3 fois à Elisabeth dans ma vie professionnelle, tout ça. Mais je connais aucunement les autres personnes, les autres frères et sœurs de la business, à part les médias sociaux. Puis, je sens déjà que. Pas qu'ils sont proches de moi, mais ça m'intéresse à leur vie, tout ça. Puis je vois que justement, dans leur quotidien, mais ils prennent des moments en famille aussi, c'est important. Ils sont pas tout le temps dans la productivité en train de. C'est pas des robots, là, c'est des humains aussi. Puis ils montrent justement cet aspect-là. Puis des fois, on oublie à quel point il y a une vie normale derrière les entrepreneurs qui ont l'air d'avoir une vie incroyablement surchargée de plein d'affaires. Puis je sais pas si c'est Frédéric ou Sébastien, mais récemment sur LinkedIn, je pense qu'il avait posté une vidéo. Dans des terrains glissants, en entreprise, et on a souvent le saying dit on parle pas de politique, on parle pas d'argent et d'économie, pour pas séparer la clientèle. Puis lui, il a directement dit son opinion trash, son opinion humble et authentique sur, je pense, c'est par rapport à la politique, les impôts, comment Puis après l'autre frère, il a dit
en joke, genre, une chance qu'on a fait une conversation entre familles pour dire on parle pas de politique. Ah oui, parti à rire. oui. Mais ça, genre, mais tu sais, c'est drôle, c'est le fun, puis genre, je pense que c'est un beau reflet de notre génération, c'est quand on s'en fout un peu. Ben c'est ça, puis je pense que, tu sais, c'est pas, ouais, mais on s'en fout un peu, oui, mais c'est pas nécessairement s'en foutre un peu de genre, j'ai une nonchalance envers le sujet, c'est plus comme, on assume nos opinions, puis on assume ce qu'on veut dire. Plus les règles de la société. Mais je comprends le on s'en fout, non vient dit d'où, de là. dire, on devrait pas parler politique, qui a dit ça, là? C'est ça, exact, mais tu sais, je comprends le on s'en fout, vient d'où, mais tu sais, moi, je pense que, tu sais, ça a le dos large, je m'en fous de ça, tu sais, des fois, tu peux te foutre de quelque chose comme je m'intéresse pas à ça, ou je peux me foutre de dire l'opinion parce que j'assume mon opinion, tu sais, moi, je pense que c'est ça. Moi, je sais pas ça. C'est ça, exact. Je pense que le sujet, c'est pas parce que je me fous de dire mon opinion puis je me fous de l'impact que ça peut avoir que le sujet m'intéresse pas. Au contraire, souvent quand je dis une opinion ou quand on dit notre opinion, c'est parce que, encore une fois, là, je veux dire, j'espère que tout le monde fait ça, mais tu sais, quand tu dis ton opinion, tu fais tes recherches avant ou tu as une connaissance un peu du sujet. Après ça, tu vas me dire, il y en a plein qui disent leur opinion, puis ça savent pas pantoute de quoi ils parlent. Ouais. Ça, c'est l'autre envers de la médaille, mais quand tu as une opinion puis tu peux défendre ton point avec des faits véridiques, surtout quand tu parles d'impôts, d'argent, de coût de la vie, tout ça, mais que tu as des vrais faits que tu annonces puis tu amènes des fois des pistes de solutions. Mais de dire ton opinion, c'est bon parce que t'es pas en train juste de chialer sans dire rien. T'es en train de chialer en disant c'est une chose, voici les faits, on peut pas les enlever, c'est ça. J'ai une idée. Pourquoi on fait pas ça? Puis là, des fois, ton idée, même à connaître d'autres gens qui ont la même idée que toi, plus une business est née. Puis donc, pour revenir initialement, ça serait quoi la valeur ajoutée de se partir une marque personnelle en tant qu'entrepreneur, tu sais? Ben moi, écoute, je prêche ma paroisse en disant que tout le monde devrait avoir ça parce que c'est ça qui a fait que je suis rendu aujourd'hui, je pense, devant toi à parler du podcast. J'aime dire justement dans ma conférence ou dans les gens que je rencontre, je dis, moi, je me prends comme exemple en disant, si j'avais pas commencé, moi, à faire du contenu quand j'étais à l'époque employé même dans une business, qui n'en déplaise à des fois des employeurs ou pas, je pense que chaque employeur devrait être content que son employé fasse du contenu. Après, tout le monde peut penser comme il veut, mais c'est mon opinion, mais tu vois, je l'assume. Je comprends. Mais je pense que tout le monde a intérêt à faire ça parce que non seulement de partager des fois des passions, on parlait tantôt de projets non connexes à la job, si t'aimes bien gros, je veux une plante, le jardinage, peu importe, porte-toi une page là-dessus. Parle de ça. Ouais. Genre, parle de ça, mais c'est pas ta job, là, toi, t'es fonctionnaire fédéral au pire, mais t'aimes vraiment planter des roses, des fleurs, des tulipes au printemps, mais non seulement t'aimes ça, mais tu connais tellement ça que tu pourrais apporter de la valeur ajoutée à quelqu'un qui s'intéresse à ça ou tu vas une communauté. Tu vas dans les serres puis t'es comme ça c'est une bonne plante, c'est en saison ou pas, tu sais, c'est ça. Là tu vas devenir entrepreneur, influenceur de cette niche là, mais qui sait peut-être même entrepreneur dans ce domaine-là, puis là t'es comme mon Dieu, je parle d'un contenu que j'aime, puis là j'ai pas trop compris comment, mais 3 ans plus tard j'ai une business, je vends des plantes, puis j'ai une brand, puis t'es comme puis j'ai jamais eu des tendances entrepreneuriales, mais j'ai une passion. J'ai misé là-dessus, j'ai créé du contenu qui m'a amené des opportunités. C'est comme. Exact. Faut que t'aimes créer du contenu aussi. Je pense que les gens. J'en parlais, je sais plus avec qui récemment, mais je disais que. Il y a des gens qui aiment zéro Instagram, puis qui aiment pas partager leur vie, puis que mettre leur face là-dessus, ça les intéresse pas. Puis là, je veux dire, c'est bien correct, là, chacun ses passions. On a tous des noms en tête, je pense qu'ils nous viennent quand on dit ça, on a tous des gens que c'est comme. Moi j'ai des mononcles, des matantes. C'est ça, qui aiment pas ça près de nous, ou des amis qui aiment pas ça, qui sont comme, t'es bon de faire ça parce que moi j'aime pas ça, puis aller parler pendant une heure, moi, écoute, ça me grue l'énergie. Puis il y en a qui aiment pas ça, tu sais. Mais je pense que justement, si t'aimes pas ça, force-toi pas, ne deviens pas malheureux en le faisant, ça serait bien bizarre de t'auto-infliger ça. Mais si tu es à l'aise devant la caméra aussi, tu développes cette aisance-là, tu as une passion, tu n'as pas peur non plus de dire ton opinion, puis de pas ce sentiment-là de dire je veux pas publier ça parce que j'ai peur de le publier pour l'opinion des autres. Tu t'assumes dans ce que tu fais, mais pourquoi pas, tu sais. Puis un autre point aussi intéressant là-dessus, quand tu te lances en création de contenu, les gens ont la perception qu'il faut que ça soit parfait. Faut que ton discours j'ai vu ta face quand j'ai dit ça. Ton montage soit parfait, faut que tu sois centré. Écoute, non, man, je me souviens, là, je le dis souvent dans mes podcasts, là, mais la première vidéo que j'ai filmée sur TikTok de moi, genre devant la caméra, ça m'a pris 20 takes. Là, pour puis elle est sûrement même pas tant belle que ça. Non, elle est dégueulasse, ça a pogné 200 vues, tu sais. T'en as fait genre. Elle est sûrement même pas bonne. Non, c'est pas vrai. Je vais pas dire, mais moi, je l'ai dit de mes propres vidéos. Elle est sûrement même pas bonne dans le sens où. Tu penses que toi, ton sujet, ça coche. Oh, ouais, puis c'est ça la beauté des médias sociaux, c'est que tu regardes des anciennes vidéos. Puis c'est comme, mon Dieu, que c'était mauvais. Moi je me suis dit, j'ai un cringe. Mais si c'était pas de ce mauvais-là, de genre, c'est public, mais j'ai mis ça publiquement, mon Dieu, c'est mauvais, mais t'aurais pas aujourd'hui. Puis, je veux dire, moi, aujourd'hui, je regarde des anciennes vidéos de 4 ans, c'est mauvais. Là. Puis, ils sont encore là, je m'en fous, je m'en cache pas. T'es garde là. Puis, j'ai garde, je sais pas, j'ai fait, des fois, j'en délite, je suis comme, ouais, ça c'était mauvais, je vais le déliter parce que, mais tu sais, c'est bien rare en fait que je délite des affaires. Je suis comme, en fait, j'en délite pratiquement pas. Puis je suis comme, hey, si les gens allaient me voir en 2020, ils verraient à quel point c'était dégueu. Puis regarde, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Puis justement, peut-être dans 4 ans, je vais regarder ce que je fais aujourd'hui. Puis je vais dire, mon Dieu, que j'aime pas ça quand je dis telle affaire ou quand je fais tel tic ou peu importe.
Mais l'important, c'est de dire, hey, je le fais plus aujourd'hui ou je suis rendu meilleur, tu sais. Je suis devenu meilleur que v'là 4 ans, mais si c'était pas du v'là 4, 5, 6, 7 ans, ben j'aurais jamais vécu aujourd'hui comme je le vis là. Tu sais, c'est un peu ça ma perception là-dessus. Puis je pense que tout le monde devrait appliquer ça, je pense, dans pas les médias sociaux seulement, mais dans leur vie. Là. Tu sais, que tu sois employé ou que tu aies un objectif de vivre d'une passion X ou de devenir meilleur dans tel sport ou telle discipline. Mais tu peux pas te dire je vais être bon tout de suite ou genre avoir vraiment comme la science infuse là. Mais il faut que tu puisses te dire je suis assez humble ou assez vulnérable pour le commencer, être pas bon, tu sais. Puis oser me faire reprendre sur des affaires, me faire commenter par des gens du milieu, dire OK, commentaire constructif, puis vouloir t'améliorer. Puis après, ben là, tu regardes le chemin parcouru, puis là, il y a des gens qui viennent te voir, puis c'est comme comment t'as fait pour te rendre là? Mais t'es comme, comment j'ai fait? Mon Dieu, j'ai commencé, puis c'était mauvais, puis là, maintenant, c'était meilleur, puis c'était un peu moins mauvais. Puis tu te forces. Là, tu te forces, puis tu le fais. À un moment donné. Puis c'est ça, puis c'est un peu le sujet aussi que je parlais dans ma conférence, puis à des gens en général. Tu sais, n'importe qui pourrait se ramasser sur le stage devant vous. Il y avait comme 200 personnes, puis il y a une fille que j'ai rencontrée là, elle disait, elle travaille pour une agence, elle était comme, mais tu sais, Jay, non, c'est pas vrai. Je suis comme, de quoi tu parles? Elle fait, tu sais, c'est pas n'importe qui pourrait se ramasser là. Je suis comme, non, mais. Elle dit non, mais tu as travaillé pour ça. Je suis comme non, oui, merci oui, c'est vrai, j'ai travaillé pour ça. Il y a des moments que c'était même pas payé. Je faisais plein de contenu. Il y a plus de moments où c'était pas payé que de moments où c'était payé. Là, encore à ce jour, j'ai tellement fait d'heures de vidéos ou de juste de recherche ou de créer du contenu. Mais j'ai dit, mon point étant, oui, c'est vrai que c'est pas n'importe qui peut se ramasser là, peut-être. Mais mon point étant, si moi j'ai réussi à me rendre sur un stage à parler devant du monde, puis j'ai un bac en comptabilité, 0 cours en marketing, j'ai étudié après ça en radio, tout ça, j'ai fait des formations, je me suis informé, j'ai pris des cours 100%. Pour m'améliorer, mais de mon bac en comptabilité, là, je me suis rendu que je fais des conférences sur le marketing et la création de contenu. C'est fou, là. Si moi, je me suis ramassé là, pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui peut faire aussi en travaillant, tu comprends? C'est un bac en comptabilité. Non, mais c'est vrai. Je diminue pas mon bac en comptabilité, j'ai bien des amis comptables, j'aime comprendre la comptabilité, on en parlait au début. Mais c'est ça, mais je trouve ça important. Tu vois, je vois ta question qui se dessine dans tes yeux. Mais tu sais, c'est important. Mais je me dis, si jamais je me ramasse sur un stage à parler de création de contenu puis comment être un bon influenceur, alors que j'ai fait un bac en 2018 où comment je balançais des états financiers, crois-moi que la transition peut se faire, c'est possible. Genre, ça se fait. Là. Puis j'enseigne au cégep dans le sens ça peut se faire. Là, c'est comme... C'est fou, là. C'est fou, là. Puis... Avant de switcher sur le sujet, la petite lumière qui était allumée, là, c'est... Je l'ai vu, elle avait genre... Quand j'ai fait quelques conférences dans des écoles secondaires, tu sais, pour le fun, parce que ça me tentait, tu sais. Puis développer justement, pour me forcer à développer mes skills de communication. Ce skill-là, qui est un très bon skill. C'est nécessaire, tu sais, autant que quand tu es un employé, puis autant que tu es un employé ou un entrepreneur, il faut que tu saches comment te vendre. Fait 100%. Ça avec, je suis d'accord avec toi, 100%. Puis je pose toujours une question au début, c'est... qui veut se lancer en entreprise ou qui a déjà une entreprise, bref, dans la classe. Puis là, tu as toujours Kevin dans l'arrière de la classe qui lève sa main. Il dit OK, Kevin, tu veux faire quoi, tu sais? Je sais pas, mais je veux me lancer en business. Je veux faire du cash. Je veux faire du cash. Ah, il me dit je veux faire du cash rapidement. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? J'ai dit ce que je te conseille de faire, Kevin, fais pas ça. c'est d'aller chercher une job. Ouais, tu vas faire du cash aux 2 semaines, ça va être payé aux 2 semaines. Tu veux du cash rapidement? Vas-y, tu vas être payé dans 2 semaines. Travailler, ça va Entrepreneuriat, là, moi j'avais fait une capsule récemment, ça m'a pris 5 ans avant de me dire je peux subvenir à mes propres besoins, de live on my own, puis d'être capable de sortir du sol de chez mes parents. Fait que c'est bravo d'avoir fait ça, puis d'avoir pas abandonné, dans le sens que ça aurait été facile d'abandonner aussi. Il y a du monde qui vont faire je me suis trompé une fois, je le refais plus. Moi, je dis souvent... genre, tu sais, la beauté de l'entrepreneuriat, la beauté de se lancer en affaires, c'est que tu peux essayer le nombre de fois que tu veux, mais le malheur là-dedans, c'est qu'il y a bien du monde qui essaye une fois puis arrête après. T'sais. Ben, c'est ça. C'est comme t'essayes plein de fois puis. Abandonne pas dès le début. Je dis pas, ça fait 10 ans que tu rushes en assis. Ouais, des fois, il y a des lumières qui s'allument que c'est comme, c'est peut-être pas pour toi. Ça, un an, c'est complètement normal. Ben oui, les premières années. Puis c'est normal de monter des fois à un certain niveau, d'avoir un certain confort, ou du moins d'avoir atteint des objectifs que tu as. Ça peut redescendre, ça peut remonter. C'est juste de dire, l'entrepreneuriat, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, ou du moins d'avoir des projets des fois qui sont extra, des passions extra, mais tu sais, en dehors de la job, mais que tu entretiens en disant j'aime ça. Tu sais, il faut que tu aimes tellement ça ça te dérange pas de pas faire de cash. Puis il faut pas que le cash soit dans le top 3 des premières choses que tu veux faire, ou même dans le top 2, je veux dire, parce que pour moi, l'argent vient un jour ou l'autre. Oui, tu vas être payé, là, je veux dire, je fais pas de travail gratuit, là, je veux dire, même à ça, il y a quand même des moments où je me dis, tu sais, on fait des choses, des fois c'est du bénévolat, des fois c'est aider quelqu'un, mais quand tu aimes tellement ce que tu fais, tu vas jamais
déroger de cette flamme-là, nonobstant le fait que tu fasses 500 000, que tu en fasses 50, que tu en fasses 40. Peu importe le montant d'argent, le bonheur ne réside pas là-dedans. Il va être dans ce que tu aimes, ton quotidien, puis de toujours essayer de créer cette vie-là un peu de rêve là, que tu te bâtis, tu sais. Puis ultimement, mais si t'as de l'argent, t'as le jackpot, là, c'est le fun, l'argent. Mais je veux dire, avant tout, il y a la famille, il y a la famille, il y a les enfants, si tu veux des enfants, il y a une vie, il y a les amis, tout ça, il y a comme toute cette vie-là, tes passions en dehors de ta passion qui est ton travail, bien souvent, d'autres choses. Ben oui. Après, si tout ça, je veux dire, t'as de l'argent en plus, t'es comme, mon Dieu, c'est le fun, mais c'est jamais ton besoin primaire. Puis la question que tu poses en conférence, je l'ai posée au premier Ah ouais, ok, sérieux? Puis, moi, j'étais comme... C'est quoi la réflexion? Justement, je disais, j'ai étudié, moi, à Grasset, c'est un sujet privé, fait que je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens privilégiés qui se ramassent là. Moi, je suis conscient du privilège que j'ai eu dans ma vie de grandir dans une famille bien nantie, tout ça, puis j'en déroge pas, là. Je vois souvent ça sur TikTok ces temps-ci, le Nepo Baby, le fait qu'on des gens, des enfants de riches, on va dire, là, tu sais, j'en déroge pas, là. Moi, je suis conscient de ça, puis je suis comme, hey, j'ai tout eu, là. Comme, je vais pas commencer à dire que j'ai struggle quand j'avais 12 ans à alterner 8 jobs parce bébé, que là, j'ai grandi dans un, tu sais, non, j'ai grandi en banlieue, tu sais, j'ai tout eu, puis comme, je suis très conscient, reconnaissant de ça surtout, je suis parti avec une longueur d'avance, je suis très, très conscient, tu sais, j'ai eu la chance d'étudier dans des belles écoles, une université, tout. Mais quand je suis venu à Grasset, à mon ancien cégep pour enseigner, j'arrive avec ce bagage-là de je sais que le crowd devant moi, il est tout privilégié ici pour la plupart. Puis là, je dis, il y en a-tu qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, tu sais? Je dis juste la question, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Puis un gars il fait de l'argent. Là, je suis comme, c'est quoi ton nom? Puis là, finalement, le gars est super chill, on est rendu vraiment comme, on a développé une relation prof-élève, c'est vraiment drôle. Puis, il est intelligent, là, mais je veux faire du cash, quel domaine? En droit, je suis comme, tes parents font quoi dans la vie? Avocat. Ok. Comme, les deux sont avocats. Je fais, puis I guess que ça réussit bien. Ouais. Mais je suis comme, ok, fait que toi, tu veux aller en droit parce que tes parents sont avocats, parce qu'ils ont bien réussi, mais tu connais-tu le droit? Non, mais I guess c'est payant. J'étais comme, ok. J'étais comme, on va pouvoir écoute, si tu veux en jaser, ça va me faire plaisir. Ça se peut que tu sois pas avocat, juste te dire tout de suite. Ça peut-être sera pas avocat tout de suite. Ça se peut que tu le sois aussi, là, puis c'est bien correct, mais je veux dire, il y a des fortes chances que tu sois pas avocat avec cette mentalité-là de je veux faire du cash parce que mes parents sont avocats, ils ont fait du cash, j'ai grandi dans l'argent. Fait il y a tellement d'autres choses possibles. Mais c'est vrai qu'avec ça va avec la maturité et ton expérience de vie. Parce que j'étais aussi ce Kevin-là quand j'ai commencé il y a 5 ans. Puis moi, je veux dire, j'ai étudié en comptabilité parce que mes parents étaient comptables. J'étais comme, j'ai dit, c'est un job safe, mes parents sont comptables, ils ont de l'argent. J'étais comme, ça doit être payant. Puis là, mais rapidement, j'ai travaillé en comptabilité, puis ça a fait, j'étais en stage, puis j'en ai parlé à plusieurs personnes. Puis par après, en travaillant beaucoup sur moi, dans une passe plus rough après l'université, puis une des personnes m'avait dit une chose, c'était comme, tu sais, t'aimes-tu la job ou t'aimes tout ce qui entoure la job? Là, j'étais de même. J'ai fait, de quoi tu parles? Tout ce que tu me dis que t'aimais de ton stage, rien était dans le travail. Tout était dans j'aime les soupers, les soupers en stagiaire, on va au sushi, j'aime les événements de job, j'aime organiser l'événement du jeudi, j'aime le comité social, t'aimes-tu faire des tableaux Excel? La job en tant que tel, c'est ça? T'aimes-tu analyser les entreprises, tableaux Excel? Je suis comme, ah ouais, mais ça, je faisais ça, mais j'haïs ça, mais c'est ça la job. J'étais comme, ok. Là, tu vas-tu faire ça, là? Ouais, j'étais comme, puis il dit ça, il dit, t'as pas, tu sais, les événements, c'est bien le fun, tu sais, les stagiaires en comptabilité, ou peut-être même en droit, le dicton du vent, tu veux les courtiser, tu veux qu'ils restent avec toi, fait que tu leur montres c'est quoi le plus beau du bureau, mais tu sais, après ça, quand t'arrives dans le vrai job, l'été est bien le fun en plus pour avoir un stage d'été parce qu'il fait beau, les événements, les bureaux sont en mode, justement, là, les gros bureaux d'avocats ou de comptabilité ou d'autres domaines veulent avoir les meilleurs candidats, fait qu'ils vont dire, ici, on est une famille, ou tu sais, en tout cas, peu importe, mais tu sais, non, mais ici, on a des bénéfices, on t'offre le vendredi ci, ça, puis c'est correct, là, c'est juste que c'est sûr c'est toujours plus beau que quand tu travailles vraiment t'en fais là-dedans, puis t'es comme, dans le fond, il y a une grosse partie de la job que c'est être devant un ordi, faire le tableau Excel, là, je prends la comptabilité, puis de faire balancer ça, puis ça, c'est 8 heures par jour, pendant minimum 4 jours, 5 jours semaine, puis après, il y a des dîners, tout, c'est le fun, mais c'est ça, la job, là. Fait que si t'aimes pas ça, mais oublie le contour, là, genre, il faut que tu passes par là pour aller un jour à peut-être avoir un rôle de gestionnaire, tu sais. Moi, ça m'a vraiment hit, là, j'étais de même, ok, j'haïs ça dans le fond. Genre, c'est pas fait pour moi, là. Pas faire ça, là. J'aime ça jaser, là, c'est pas la bonne job pour moi, là. Man, c'était vraiment un bon sujet, puis on va juste passer dans le dernier segment du podcast qui est le système d'éducation. Tu as passé là-dedans. Ouais. Ok, c'est un segment, le système d'éducation. Ouais, clairement, c'est vraiment un bon... Clickbait, non, c'est pas vrai. Clickbait. C'est quoi ton... Est-ce que c'est... On devrait étudier... Non, tu veux dire la phrase genre, allez pas à l'école. Ouais, à l'école. Non, mais... Il va prendre juste ça, puis ça va être... Non, c'est pas vrai. Clipper. Juste cette phrase-là. Jay Grandmont a dit... Fuck l'école, go business. Non, mais la question étant... T'as vécu... t'as toujours été quelqu'un de studio... T'as toujours été quelqu'un de studieux.
tu as passé dans le système d'éducation universitaire au cégep et tout ça. Tu as gradué. Pour toi, en tant qu'entrepreneur, comment tu vois la plus-value du système d'éducation supérieure? C'est drôle, j'ai fait un article dans les affaires là-dessus aussi. Oh! Et toi, tu bloques souvent tes... Non, non. Je me dis, crime, j'en ai parlé. C'est ton podcast. Je vais prendre l'angle. Non, mais je vais prendre l'angle que j'ai pris dans cet article-là. Je vais pas faire j'ai pas deux visions différentes. Je vais pas me contredire de ce que j'ai déjà dit. T'sais. Mais non, sans farce, j'avais un article qui s'appelle La vraie valeur du diplôme universitaire. C'est vraiment ça. Puis ça avait bien fonctionné en plus cet hiver. Je pense qu'il y a eu beaucoup de clics là, en tout cas, bref. Mais mon angle étant le suivant, j'avais dit, je me suis posé la question, moi étant un étudiant qui étudie au HEC, en comptabilité, côtoyer bien des gens de commerce, mes parents sont comptables, tu sais, comme je l'ai vu, c'est quoi le corporate world, puis genre tout le monde pense de l'externe en plus qu'à HEC, tout le monde est en soute tous les jours, moi j'ai ça être en soute, j'ai jamais été en soute au HEC sauf pour 2 présentations, dans le sens que, mais ce milieu-là, tu sais, je l'ai vu, tu sais. Ben ouais. Puis là après, j'étais bien impliqué à l'université aussi dans les comités, puis là ma réponse s'en vient, là, c'est je pensais que quand je sortais de l'université, j'étais comme quelqu'un, je sors du HEC déjà, j'étais connu dans les 4 murs de l'école, tu sais, pour des bonnes et mauvaises raisons. Ça dépend qui regarde, c'est pas vrai. Ça dépend qui regarde, si c'est des étudiants, c'est des bonnes raisons, la direction, non, c'est pas vrai. Mais non, mais tu sais, j'ai bien du fun, bref, j'ai fait mon fun, on organise des événements, c'était le fun, puis je pensais que c'était ça la vie, j'étais comme, hey, je vais sortir de là, puis les gens vont dire HEC, les comités, ils vont me dérouler le tapis, tu sais, puis ils vont, tu sais, t'es quelqu'un, là, mais après ça, tu te rends compte que justement, c'est pas vrai. Tu te dis, je suis pas grand-chose dans le fond. Tout le monde sort de là en ayant comme un bac, un papier. Il est encadré dans mon bureau là, chez nous. Il est bien beau, là. C'est un beau diplôme. Puis ça a été 3 ans et demi de... Mais moi, je pense que la vraie valeur réside dans les connexions qu'on a faites à l'université. Puis aussi, il y a 2 choses. Les connexions, ça, je le dis en premier parce que c'est vraiment ça que je retiens le plus. Après ça, j'entends encore beaucoup de gens qui vont dire l'école, ça sert à rien. Moi, je vais jamais dire ça. Parce que je vais jamais dire, hey, le système d'éducation, oui, il y a des choses à améliorer comme dans tout. Là, je veux dire, mais les professeurs sont déjà en train d'enseigner, je veux dire, à bout de bras. Là, comme, avant de penser à dire que le système est brisé, commençons à encadrer au moins les professeurs, je pense, au primaire, secondaire, collégial, même universitaire, surtout primaire, secondaire, je pense, on commence dès le début jeune, là, comme se bâtir une organisation, une confiance en soi, des passions, justement. Commençons à donner les outils aux gens, les moyens de leurs ambitions, puis après ça, on commencera à dire « Ah ouais, ce cours-là, il est peut-être moins le fun, on devrait le mettre par un autre. » Parce que je pense que tout part de là. Je pense encore une fois que ça part de la perception de valeur qu'on donne à ça. Tellement. Si on ne donne pas de valeur à l'éducation, en tout cas, je ne parle pas de politique, mais tu sais qu'il n'y a pas l'air d'avoir de valeur à ça. Mais c'est sûr que les gens qui n'ont pas été les favoris du système, mais qui ont réussi à réussir quand même ou à faire de l'argent, vont baser leur argumentaire comme étant le suivant. J'ai fait plein de cash, je suis riche, je suis millionnaire et le système m'a jamais aidé. C'est ça. Là, ça va être OK. Fait que là, plein de gens dans ces stigmas-là, des jeunes et moins jeunes, des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans, à un âge crucial, vont dire c'est mon nouveau modèle. Et moi, le système en ce moment, il n'est pas bon pour moi. Je quitte et là, va aller faire d'autres choses. C'est pas vrai que ça fonctionne pour tout le monde, là, genre loin de là, mais encore une fois, il y a des gens qui vont me dire je te vends une formation, en tout cas, j'en vends dans un sujet, mais je te vends ça, achète ça, puis tu vas faire de l'argent, puis je te promets. Puis, vrai, mais ça, moi, tout ça, je trouve c'est très, très toxique. Puis mon opinion, je dis ça parce que ça forge mon opinion de c'est vrai que l'école, c'est pas pour tout le monde, sûrement. C'est vrai que l'école te garantit pas une réussite. J'ai eu beaucoup de difficultés après l'école à me trouver ma place. En 2019, j'ai fait une grosse dépression. Ça a été vraiment dur mentalement. Je me suis restructuré justement de par ma dépression à d'autres choses. Maintenant, ça va bien dans ma vie mentalement, privée, personnelle, travail, tout. Mais ça n'a pas vrai que c'était facile après mon bac, que ça me garantissait non seulement un gros salaire, loin de là même. HEC, tu avais déjà exact, là, je veux dire, c'était le fun à dire au HEC pour les entrevues. Ah, HEC, c'est une bonne école, ouais. C'est ça. C'était ça, là, tu sais. Puis, mais moi, ce que je retiens, c'est l'organisation que ça m'a pris, réussir ça. Le fait de mener un projet, puis là, sûrement que plein de monde vont dire ça aussi, là, mais de mener un projet du début à la fin. J'ai commencé le baccalauréat en 2015, je l'ai terminé en décembre 2018. J'ai fait des cours, j'en ai repris un parce que j'avais une moins bonne note, je l'ai refait, j'ai une meilleure note. J'ai fait les examens. Même certains qui écoutent ça, qui me connaissent, vont dire ouais, t'avais pas des bonnes notes. C'est pas grave, j'ai quand même eu les notes pour passer. J'ai eu mon GPA n'était pas ma plus grande force, mais c'est pas grave, j'en ris aujourd'hui parce que j'ai le papier. Mais t'es sorti avec le diplôme. Mais j'ai fait les cours. Mais j'ai profité aussi de tout ce que l'école me donnait pour maximiser mes connexions, les apprentissages autour des événements. Puis là, c'est une très longue réponse, mais je pense que l'école est hyper importante pour ça. Parce que dans mon parcours entrepreneurial aujourd'hui, j'ai eu la chance de devenir entrepreneur jeune, je pense. J'ai commencé à 28, là, j'ai 29. Mais je pense que non seulement les médias sociaux, cette confiance aussi de connaître d'autres gens, de réseauter, d'aller parler sur un podcast, je l'ai naturellement, je pense, mais je l'ai peaufiné aussi à l'école grâce à plusieurs événements, des situations stressantes que j'ai vécues à l'école, que je peux transposer aujourd'hui dans la vraie vie.
Puis j'avais fait une publication aussi là-dessus sur LinkedIn, je pense, vu que j'enseigne maintenant au cégep. Fait que j'ai comme vraiment eu le full circle moment qui est arrivé cet hiver quand je voyais les étudiants faire leur premier examen. Puis certains ont eu des moins bonnes notes, d'autres ont eu des bonnes notes. C'est moi qui corrigeais, fait que je sais mais je veux dire, l'examen était dur ou pas dur, peu importe, mais tu sais, j'ai vu cette pression de performance-là qui est encore présente dans les étudiants qui sont 12 ans plus jeunes que moi. C'est une autre génération carrément, là, vraiment loin. On n'est pas la même génération, mais vraiment loin de nous, là, 17-18 ans. Puis moi, je m'évertue à le répéter. J'étais comme, tu sais, c'est important, là, ta cotère. Peut-être que pour toi, c'est toute ta vie, là, mais t'es pas ta cotère, puis tu seras pas ta job, puis tu seras pas tes meilleurs moments seront pas pendant que tu as des meilleures notes à l'école. Tes meilleurs moments, c'est quand ça vient avec tes parties, les amis, là, tout ce qui entoure le cégep. Oui, l'examen, tu le coules tous tes cours, ils vont te mettre dehors, fait que t'as pas le choix de me passer la patente. Puis si tu veux atteindre une certaine université, moi j'avais dit, j'ai eu une cotère de 28, ce qui est quand même bon, ce qui est correct, mais je veux dire, moi je savais que ça prenait 26 à l'époque pour être accepté au HEC. J'avais 28, j'ai dit parfait, je garde ça tout le long. J'ai appliqué à une université, j'ai 2 au-dessus, pas le choix de me prendre. Ça prenait 26, j'ai 28,5, des poussières. Ils m'ont pris, c'était tout. Là. Je m'étais dit, une fois que cet objectif-là était coché, je cherchais pas à avoir 36 de cotère ou peu importe, parce que je pensais que c'était meilleur. J'étais comme, mais non, c'est fait. Maintenant, je vais me concentrer à me faire d'autres amis, à avoir du fun. Puis, fait que moi, je pense que c'est ça, c'est que faut pas se prendre l'école comme étant juste si j'ai des bonnes notes, je suis quelqu'un, puis si j'ai pas des bonnes notes, je suis rien. Et si j'ai des bonnes notes, ça me garantit un salaire de débile, 150, 200 000. Ouais. C'est un amalgame de plein de choses, mais l'école, sincèrement, je le vois avec des gens là, ils me disent t'es à l'université, moi j'ai pas été là, je connais moins de monde. Je dis, tu connais moins de monde parce que t'en as côtoyé moins aussi. Moi, je veux dire, la phrase que j'entends souvent, c'est « tu connais bien du monde ». Je connais bien du monde aujourd'hui parce que les médias sociaux, c'est gros, là, on se connaît grâce à ça. Je connais à peu près n'importe qui que je veux connaître, je peux le trouver, je peux me connecter, je peux essayer d'y écrire. Mais aussi parce que, j'ai été au cégep avec d'autres étudiants qui sont maintenant dans le domaine des affaires et connexes. J'étais à l'université avec des milliers d'autres étudiants qui sont aujourd'hui dans des positions d'affaires quand même important, je veux dire, on va avoir 30 ans, on commence à avoir des jobs de direction. Moi, je suis entrepreneur, mais des amis à moi qui sont responsables d'autres gens. C'est vrai. Ça me fait bien rire, d'ailleurs. Mais je suis comme, tu sais, toi, tu gères une équipe de 5 personnes et il y a 7 ans. Tu ne gérais pas. C'est ça. Il y a 7 ans, on ne gérait pas les deux. Là, mais tu vois, mais ça, c'est l'exemple que j'aime dire parce que comme maintenant, ça a l'air de, on connaît bien du monde, ça. Ouais. Mais ça, c'est grâce à l'école. Là. Puis c'est pas juste l'école qui offre ça, mais c'est quand même un gros bassin de gens. Tu sais, tu étudies à l'université dans un domaine précis avec d'autres gens qui aiment le même domaine que toi. Hopefully que c'est ta passion ou pas, mais que tu rencontres des gens qui... C'est déjà comme classé pour toi. Là. Tu rencontres des gens, tu arrives au HEC, même si comptabilité, je fais pas ça. On était tous des gens qui voulaient faire de la business. On est tous mais des gens en affaires, 100%. Fait, c'est déjà filtré, là. C'est pas des médecins. Là. Je veux dire, les médecins, c'est bien beau, parfait. D'autres médecins étaient ensemble avec d'autres médecins. Mais là, c'est HEC. C'est une école pour ça. Puis après ça, les jeux du commerce, les compétitions, tu rencontres d'autres personnes de d'autres universités qui ont les mêmes. Là, c'est comme ton réseau devient décuplé. Comment tu peux bâtir ça autrement? Oui, les médias sociaux, mais que l'école, quand même. C'est des gens de confiance. Fait que, bref. Puis, il faut venir là-dessus, parce que l'argument par rapport à l'école, c'est vraiment. C'est. Que c'est envolé, je m'excuse. C'est correct. Non, mais c'est dans le fond. Que l'école est endettée par rapport aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, tu sais, ChatGPT qui est arrivé. Ben, en tout cas, j'étais à l'université à l'UQAM, je fais mon bac en admin, puis... T'as encore ouais, exact. Fait que tu vois quand même, ton parcours est fou, t'as l'aspect académique et là, on jase, et en plus, bravo à toi. Exact, mais moi, j'ai moins de motivation, je te dis que je performe mieux, mais tu sais... juste pour dire, c'est que je me souviens dans cette session, ce trimestre, 99% des gens utilisaient ChatGPT dans leurs cours. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On l'utilise pour les devoirs, les examens. Puis j'ai vu aussi. Du point de vue d'étudiant, c'est comme, c'est quoi la valeur de mon cours, de l'éducation que j'ai? Du point de vue de l'enseignant, c'est quoi mes tâches? J'ai vu aussi que tu as reçu Sophie Barnabé. J'ai parlé de ça avec elle. J'ai vu l'extrait en plus. C'est super intéressant. Puis elle, je trouve qu'elle est super prof. On s'est connus sur les médias sociaux. J'ai même fait une conférence à Maisonneuve en novembre dernier, avant que je sois prof. Maintenant, 2 mois après, j'étais prof. Fait que là, je suis comme, c'est une collègue. Mais non, mais elle, écoute ce qu'elle dit sur les médias sociaux. Je suis comme tellement passionné, puis ça paraît. Puis pas faire l'éloge de Sophie, là, on la salue encore une fois, mais je veux dire, elle avait une opinion justement là-dessus qui c'était comme, tu sais, elle a fait une vidéo en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Elle parlait aussi de notes ou de. Justement d'utiliser les AI pour faire un travail de quoi de même puis moi puis même ou de copier un autre étudiant pour un travail en tout cas toutes les politiques tu sais copier 0 puis remettre en retard moins 10%. Moi je comprends les politiques institutionnelles de l'école, je les comprends, j'ai pas le choix, je suis prof là, fait que j'ai pas le choix de les avoir lus, les politiques institutionnelles de l'établissement scolaire là, le gros document qu'il y a que les étudiants lisent plus ou moins mais que les profs tu lis.
Puis, tu sais, j'ai eu des travaux en retard que j'étais comme, ton travail n'est pas remis. Ouais, pas fait. Puis je suis comme, OK, mais moi, j'ai pas le choix de t'enlever 10%, mais ça me gosse d'enlever 10%. Ou genre. Ça fait pas parce que ça me ouais, puis c'est pas de gaieté de cœur, ou genre, j'ai vu un travail ou une réponse à un examen. Je suis comme, comment t'as fait pour trouver cette réponse-là? Ou genre, tu sais, le gars, il m'expliquait pas, ou tu sais, il avait pas les connaissances, évidemment. Puis c'était comme, j'ai trouvé ça. C'est-tu les high qui a fait ça dans ton travail? Non, je suis comme, écoute, moi, ma vision là-dessus, j'ai dit, pour l'instant, moi-même, j'en connais pas beaucoup. Je fais des formations, j'essaie de m'éduquer là-dessus le plus possible. Parce que si je chiale sur de quoi, au moins, il faut que je sache un peu sur quoi je chiale. Si j'ai à chialer, mais je trouve que c'est une bonne chose, l'intelligence artificielle, parce que tu n'auras pas le choix de le côtoyer dans ton quotidien de travailleur plus tard. Exact, c'est ça. Ceci étant dit, moi, j'aimais dire aux étudiants, puis je vais le redire à tous les étudiants, je vais le dire ici aussi, j'étais comme, la seule personne que tu as à convaincre que tu es bon, c'est toi-même. T'sais. Moi, dans ma vie, je me suis ramassé à des situations, des positions très, très dark, très, très basses où j'étais mentalement juste plus là. Puis j'ai constamment voulu plaire à plein de monde dans mon ancienne vie. Constamment pensé que la réussite passait par tout ce que je pouvais montrer au monde, les trophées, les diplômes, tout ça, les accomplissements, les notes même. Puis en décevant, la seule personne qui était importante, c'était moi, dans le fond. À me décevoir moi-même à la longue. Puis je disais aux étudiants, regarde, je sais pas si t'as triché pour de vrai, je sais pas si la réponse t'as comprends vraiment, parce que des fois il y a des réponses pas de démarche, fait que je suis comme, je sais pas si tu comprends le calcul que t'as fait. Parce que moi je suis comme, c'est un gros calcul, t'as pas fait de démarche. Non, c'était vraiment dans ma tête, je suis comme, ok, c'est un gros, j'étais comme t'es fort, je dis mais moi je suis pas capable, j'étais comme crime, mais c'est un gros ratio comptable que t'as calculé là, puis le pourcentage parfait à la virgule. Tu sais, mais j'étais comme, j'ai dit écoute, pour vrai. Puis là, j'essaie aussi, puis Sophie a dit ça aussi, moi je suis d'accord avec elle, d'accommoder mon enseignement aux étudiants. On développe une relation aussi. Les étudiants, là, ont 33 étudiants dans ma classe à Grasset, je les connais tous par leur nom, tu sais, à la fin. C'est nice. Fait que je savais que cette personne-là en question, c'était un sportif, tout ça. Puis j'étais comme, tu sais, dans la vie, moi je crois au karma, je crois aussi aux choses. Si t'as triché, je peux pas savoir, je peux pas t'accuser, puis je sais pas, tu sais. Si j'ai pas la preuve, mais je suis comme, la seule personne à qui tu mens, si t'as réellement triché, c'est à toi-même. Fait que si tu te mens à toi-même pour avoir 3% de plus dans un examen que sincèrement, mettons, tu as eu 62 dans une note qui vaut 30% du cours qui vaut tellement minime dans ta vie. Si tu t'es menti à toi-même pour une affaire aussi, je ne vais pas dire niaiseux parce que c'est important dans tout le processus, mais aussi petit dans ton impact de vie, tu as réussi à te mentir à toi-même là-dessus, ben écoute, bonne chance pour plus tard dans les moments importants où peut-être que tu vas être confronté à devoir peut-être te mentir. Ouais, puis genre dans des moments sportifs ou des gros accomplissements ou peut-être des moments de gros, des pitchs de vente, peu importe, où ça va mal aller, puis là tu vas comme toutes tes bases que tu as bâties, ils sont pas solides dans le fond parce que tu n'as jamais fait de travail. Fait que, moi, je pense que c'est une longue réponse, mais je pense que c'est ça. Il faut comprendre ce qu'on fait. Les hype peuvent nous aider à accélérer ce qu'on comprend déjà, peuvent nous aider à comprendre plus vite ce qu'on veut comprendre, mais il faut quand même le comprendre. Parce que sinon, si on est tout, on clique sur un bouton, ça fait le travail. Comment t'es arrivé à ça? La machine a pété, ça n'existe plus. On va jamais comme comprendre le truc. Fait qu'il faut 100%. Quand même le faire. T'sais. C'est intéressant. C'est ma position là-dessus. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par le sujet, allez voir le podcast avec Sophie Barnaby parce que c'est des questions que j'ai eues. Mais elle enseigne depuis 20 Elle est confrontée à ça actuellement. Fait que c'est comme... Tu sais, elle dit, c'est un outil, il faut apprendre à l'utiliser dans les classes puis changer les méthodes d'évaluation. Parce qu'elle me disait, elle enseigne le cours de vente, par exemple. Ouais. Elle va avoir, je vais prendre un nom, Nathalie, tu sais, dans la classe. Elle n'est pas très bonne dans les exposés oraux, mais elle va chier toute la théorie dans un examen, puis elle va avoir 110% dans l'examen. C'est un cours de vente. Right? Tu vas avoir, on va prendre Kevin, qui est un bon communicateur, qui va aller serrer la main à la professeure, qui va parler, puis qui est beaucoup plus advenant, mais côté théorie, il l'a pas. Qui est la meilleure? Fait qui est le meilleur vendeur là-dedans? Parce que c'est un cours de vente. Tu sais, fait qu'on peut pas enseigner la même manière les deux personnes. C'est deux cerveaux différents. Ah, puis 100%. Puis tu sais qu'on pourrait en parler. Je sais que ça fait déjà 1h30 qu'on jase sûrement, mais je pourrais en parler pendant des heures. J'ai des anecdotes qui pleuvent dans ma tête de plein d'affaires, mais c'est correct. Tu sais, un exemple, micro-anecdote de rien. Tu sais, j'ai eu la chance d'être coach, d'être juge pour le Happening Marketing sur un cas l'hiver dernier pour Unibro, tout ça, un cas de stratégie universitaire. Puis c'était long story short. Dans le fond, la job du juge, on était 4. Là. Il y avait moi puis les 2 personnes d'Unibro puis un autre stratège chez Adviso, je pense. Puis peu importe, notre but, c'était d'être les experts qui allaient classer les équipes. C'est comme le top 3, les trophées. Là, ceux qui gagnent puis qui terminent 2e, 3e et tout le reste du classement. Fait que là, moi, j'étais comme, c'est bien drôle parce que j'ai pas fait une compétition académique à l'université. Fait que j'aimais ça de dire comme, je me suis ramassé là, parenthèse. Mais là, j'arrive là, puis les étudiants, ils pitchent, tu sais, puis là, c'est comme, ça commence tôt le matin, 7-8 heures, puis ça finit à 5 heures. Ils ont résolu un cas pendant 3 heures, tu sais, puis
sais, là, une stratégie, tu connais pas toute la business tout le temps, tu évalues qui dit la bonne affaire théorique, mais aussi qui le deliver bien, qui vend bien sa stratégie. C'est vraiment un exemple concret de ce qu'on dit. Puis, il est arrivé une situation où il y a une équipe qui a présenté une stratégie qui n'était pas vraiment alignée avec ce qu'ils voulaient. C'était un peu même, je vais dire, ludique, un peu niaiseux. Mais un des 3 gars qui étaient là, les 3 gars, tu sais, en plus, tu sais, j'étais comme, il avait l'air un peu fringant, en tout cas, ça m'est drôle. Puis là, un des 3 gars, il parle, mais tu sais, tu le vois que, moi, il me faisait rire. Tu sais, déjà, quand tu ris, t'es pas censé rire, tu sais, j'étais de même, tu sais, ben, tu peux dire, tu sais, t'es juge, là, tu peux pas t'en faire comme, hey, c'est pas un show d'humour, là, tu sais, moi, j'aime ça rire, mais je suis comme, hey, là, faut que je sois sérieux. Puis le gars, il explique ça, mais il est convaincu de son idée, convaincant aussi. Puis, à la fin, tu sais, bon, la stratégie était pas gagnante, mais on avait un cocktail chouchou, puis on a invité ce gars-là. J'ai dit, il faut qu'on invite ce gars-là. Il était tellement drôle, tellement charismatique, tellement bon. Il aurait pu me vendre n'importe quoi dans ce cas-ci. C'était pas tout le temps bon. Il était tellement charismatique qu'il était moi, j'ai comme, je veux parler à ce gars-là. Je veux au moins dire juste 2-3 mots, félicitations. Écoute, on pouvait rien dire parce que le classement n'était pas sorti, mais tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, qu'on est content de t'avoir de jaser. Puis on lui a demandé, tu travailles-tu en vente? T'es-tu? Il fait, ah ouais, je suis vendeur pour, tu sais, mettons, un marchandiseur, vendeur pour une compagnie. Je suis comme, crime, parce que, tu sais, c'était vraiment, on voyait que tu t'avais le standard de la gang. Tu sais, tu semblais, parce que maintenant, il est parti sur une improvisation, parce que, clairement, des slides n'étaient pas la bonne, tu sais, en tout cas, genre, puis il a fait genre, il a fait comme. En tout cas, mais il est pareil, puis il a comme continué, puis j'étais même, tu sais, ça, j'étais comme ça, c'est tellement un skills de débile, parce que. Repartir sur un dessous. 8 personnes sur 10, il aurait pu faire. Excusez, c'est pas prévu. Là, t'es comme le malaise, genre, ah ouais. Lui, t'es comme, bon, mais la slide, elle n'arrivera pas aujourd'hui. Parfait, bon, en tout cas, on va continuer sur. Puis ça, j'étais comme ça dans la vie, dans une époque où l'intelligence artificielle arrive, tout ça, puis qu'on est tous facilement plus rapides, plus productifs, tout ça. Cette personne-là, on peut pas souhaiter ça. Je pense que cette personne-là va se démarquer des autres. Tellement. Parce que humainement, elle est juste meilleur. Oui. Fait qu'en tout cas, c'était mon anecdote. C'est vraiment une bonne anecdote. Je trouvais ça, j'étais comme, tu sais, ce gars, puis écoute, je me rappelle même plus son prénom, mais je suis comme, il était tellement drôle, j'étais comme, mais je le regarde, c'était pas bon ce qui a été dit, c'était pas selon le brief, c'était pas stratégiquement la bonne affaire, mais crime que j'aurais aimé ça avoir comme employé puis travailler avec toi, parce que c'est sûr qu'on fignole des idées, là, puis t'as peut-être des idées qui vont popper, là, mais t'es drôle, fait que ça part déjà bien, tu sais. Ben, c'est exactement ça. Fait que c'est de voir qui est le plus successful là-dedans. C'est-tu Nathalie qui a 100% de son examen ou Kevin qui, tu sais, qui va être plus successful dans le vie, ça reste à développer. Ouais. Fait que moi, c'est ça, pour clore le sujet sur le système d'éducation. Maintenant, 2 petites questions pour toi. C'est vrai. Conseil que tu aimerais donner à un jeune entrepreneur qui aimerait se lancer dans la création de contenu dans le domaine du marketing d'influence en 2025, qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer? Je vais essayer d'être plus court cette fois-ci, mais pour vrai, j'ai une phrase, sois passionnément toi-même. Un conseil, puis tu sais, je l'ai vu de plusieurs entrepreneurs que je suis, que je lis des livres aussi sur ça, que ce soit un Jake Carl ou j'ai nommé Nicolas Duvernois que j'aime bien aussi, que j'ai lu un de ses, je pense qu'il y a 3 ou 4 livres, un de ses livres, Vive les idées folles, tu sais, puis je pense, tu sais, moi, dans une période dark de ma vie, justement, où je chantais que je renaissais de mes cendres, j'étais comme, je suis moi-même, là, puis là, les gens veulent me comme contenir dans une boîte, en tout cas, c'est une autre discussion, peut-être plus santé mentale wise, mais moi, j'étais comme, là, je vais bien, là, puis je veux comme, oui, je stand out du groupe, puis j'ai l'air un peu intense, j'ai l'air peut-être ultra TDA, j'ai l'air... Tu sais, j'ai pas eu un diagnostic, mais on soupçonnait, bon, que j'étais peut-être bipolaire. Tu sais, finalement, c'est pas le cas. En tout cas, peut-être que, je sais pas. Bref, mais j'étais comme, ça n'a pas été diagnostiqué, finalement, j'ai été suivi, tout ça. Puis, mais moi, j'étais comme, ça va bien, là. Puis là, on dirait que ça gosse le monde. Puis j'étais comme, mais pourtant, je sais que c'est la bonne affaire pour moi. Ça, c'était en 2020, là, tu sais, début 2020, avant la pandémie, là, février 2020. Puis, tu sais, je me ramassais à devoir convaincre des gens que ça allait bien. J'étais comme, je suis juste, ma passion, c'est ça, mais comme, j'ai pas encore tous les outils, je garantis pas que je sais quoi faire. J'ai fait 2-3 vidéos sur TikTok, c'est pas très bon, mais j'aime ça, les événements, ça. Puis là, tu sais, c'était plein d'affaires, mais j'avais pas tout le squelette autour, mais j'étais juste passionnément moi-même. Puis au détriment de l'opinion des autres, un peu, j'étais rendu à un point, je suis comme, hey, là, ça va bien. Ça a tellement été mal, tellement été mal, mais vraiment là, à un niveau que, tu sais, c'est ça, j'étais en dépression, tu sais, j'ai pris des médicaments pendant un certain temps, que j'étais comme, là, ça va bien, je vais jamais retourner à l'endroit où ça a été mal. Je l'ai vécu, mais le fait d'être passionnément toi-même, puis de constamment te challenger, de sortir de ta zone de confort, de dire oui, tu sais, je veux pas dire devenir un yes man à tout prix, mais tu sais, de dire oui à des choses que tu aurais dit non autrement, ou d'être présent, de répondre présent alors que d'autres vont dire non parce qu'ils se sentent pas prêts ou parce qu'ils se sentent je sais pas le goût de faire ça, je suis pas sûr que dis oui, tu sais pas trop comment le faire,
tu vas trouver le moyen de le faire. Puis, tu sais, j'ai dit oui à des entrevues télé. J'avais pas fait de télé avant. Salut, bonjour, week-end. Là, quelqu'un me référait. Je veux pas le faire. Jay a parlé de marketing d'influence, la nouvelle loi qu'il y a eu là, en France. Il me semble, me sent pas à l'aise. Je suis comme, tu veux pas le faire? Moi, je vais le faire. Ouais, c'est écoute, ça. c'était la veille, j'ai lu les articles, j'ai lu ça. Je suis comme, OK, parfait. Là, le matin même, c'est 2 minutes. Bonjour, oui, je m'appelle, Jay. OK, ouais. Bonjour, salut, bonjour, week-end. Merci. Ouais, là, t'es comme chez vous dans ton bureau en direct, tout ça. Puis là, commenter la loi. Ouais, la loi, écoutez, ben moi, je pense que je suis pas avocat. Mais là, tu sais, tu pars. Mais j'étais juste, faut que je le fasse. Puis là, j'ai dit, je vais prendre une photo de ça. J'ai mis sur Instagram, ça a fait mon Dieu. Puis là, c'est une notoriété que. Mais si j'avais dit, je suis pas assez sûr, il me semble que quelqu'un d'autre serait meilleur que moi. Ou mettons, je me trompe à la télé. Ou mettons que, tu sais, là, j'aurais pas eu ça. Puis c'est cette étape de plus là vers où je m'en vais. Et moi, je pense que c'est ça. Être passionnément soi-même, c'est quelque chose qui va toujours te suivre. Très bon conseil. Ta mission de vie, ta mission philanthropique rendue à 29 ans, comment tu vois ça? C'est quoi l'impact que tu vas avoir sur la société? Je sais que on est encore très jeune. On est jeune, right? Ouais. Mais est-ce que tu as comme une petite flamme? As-tu une idée de savoir ressembler à quoi dans le reste de ta vie, quoi? Ben, hopefully, justement, la vie est longue. Fait qu'hopefully, on a le temps de faire plusieurs actions philanthropiques de notre vivant. Comme tu dis, à 29 ans, on est encore jeune. Je pense que à mon âge, du moins, pour parler pour moi, j'ai pas encore les liquidités nécessaires pour faire un chèque, à ouvrir une bourse à mon nom, peu importe. Objectivement, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais atteindre un jour. Des fois, on m'appelle, HEC m'appelle ou Grasset m'appelle pour les fondations, donner un don. Puis c'est parfait. Là, puis d'autres fondations, toutes les fondations, je veux dire, qui aident les gens sont bonnes. Puis je pense que c'est important de donner si on a la capacité financière. Mon point étant, j'aimerais un jour aspirer à peut-être avoir assez de succès ou assez de liquidité pour peut-être pouvoir créer une bourse au HEC ou une bourse à Grasset où j'enseigne justement qui récompense les gens qui justement sont peut-être différents du chemin normal ou qui sont dans un chemin mais clairement qui n'est pas le leur mais qui n'osent pas le dire parce que bon l'environnement, les parents, I don't know, quelque chose de ce genre-là. Quelque chose un peu aussi, peut-être une bourse avec un nom ludique, là, je veux dire quelque chose qui se prend pas au sérieux mais qui récompense les gens justement qui osent être différents. J'aimerais ça. Ça, c'est un objectif nice. parce que je trouve que c'est un peu ce que je suis, quelqu'un de différent, mais qui finalement est dans le monde des affaires puis est entrepreneur, je veux pas dire malgré moi, mais qui est quand même, là, je veux dire, c'est ça. Et sinon, ben c'est ça, j'aimerais continuer à pouvoir enseigner le plus longtemps que je peux aussi, à temps partiel pour l'instant, avec mes autres projets, mais pouvoir aider les étudiants aussi, comme... S'il y en a qui ont des demandes des fois, comment y a-tu un stage que je peux avoir, peux-tu m'aider à être en contact avec quelqu'un, que ce soit pendant la séance de cours que je donne pendant la session ou après, garder contact et pouvoir les aider. Je pense que de redonner, c'est important. Et justement, m'impliquer dans des fondations. Récemment, j'ai mis s'impliquer encore une fois pour la 3e année pour le Téléthon Opération Enfant Soleil à faire du contenu. Nice. Fait que on a ouvert le compte TikTok de 3 ans. J'ai vu un post sur LinkedIn, bref, j'ai dit oui à stop. J'ai moi-même dit je veux faire ça, puis ça déboule, ça fait 3 ans que je fais du contenu avec des artistes, des TikTok au Téléthon, qui est début juin chaque année. Ouais. Mais ça, je trouve ça le fun parce que c'est peut-être une contribution qui est dans une grosse pièce de casse-tête, dans un gros casse-tête qui est minime, parce que bon, ça reste du contenu, mais ça reste que je fais partie de cette affaire-là, puis je suis comme très content de le faire, puis cette année, ils ont ramassé comme 24,5 millions là, pour les enfants malades. Fait que moi, j'ai peut-être donné de mon temps à ça, et non monétairement parlant, on va dire, avec des dons, peu importe. Mais ça, je me dis, je suis quand même partie prenante de ça depuis 3 ans. J'ai fait des TikTok, j'ai été voir du monde, j'ai créé du contenu qui a généré des views, j'ai animé des lives TikTok cette année. Puis il y avait 1000 personnes qui se connectaient à aller venir, une moyenne de 100 personnes connectées qui checkaient. Je suis comme, peut-être qu'il y a 1 ou 2 personnes là-dedans qui a fait un don de 40$ ou 20$ ou 10$. Fait que je suis comme, ça l'a aidé dans ce 24,5 millions-là. Fait que moi, je pense que constamment vouloir s'impliquer, je pense que c'est une bonne chose. C'est génial. Excellente réponse. Merci. Encore une fois, une longue réponse, mais bref. C'est bon, ça rentre à moi-même. J'aime ça dans mon podcast, on rentre plus en détail. Je pars sur des affaires des fois que je me dis il faut que je finisse la phrase, mais je peux pas la finir. Mais tu peux donner le plus de value possible. J'essaie de faire des phrases, une parenthèse, une phrase de ça. C'est moi, c'est ça. Je travaille là-dessus. D'être plus concis des fois, mais bref. Ouais. Moi, je pense que pour dans un contexte de podcast, c'est mieux que tu fasses ça que de nous dire des réponses oui puis non. Là. Non, parce que sinon, t'es comme bon, j'avais 6 questions, on est rendu, ça fait 20 minutes qu'on jase. Hey, j'en ai déjà eu là, souvent, là, c'est comme OK, passons à autre chose. Ah non, mais tu sais, mettons, moi, ça arrive, c'est comme dans n'importe quoi, mais je veux dire, là, on continue à parler longtemps, mais moi, c'est ça, la personnalité, puis j'aime ça, jaser tout court. Fait que je suis bien content d'avoir été sur ton podcast. Merci beaucoup, merci. Puis je te propose de faire ça peut-être un part 2 dans 6-12 mois, une affaire du genre. Ouais, voir où est-ce qu'on en est rendu. Ouais, 100%. Puis on revient les roses, ça va être moi qui va te poser des questions, soit là, puis on parle. On fait ça, bon, let's go, on fait ça. Merci encore pour ton passage. Merci. Bye, tout le monde.
Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.